Ok, donc c'est bon. Donc ça enregistre à partir de maintenant. Pareil Pour moi, en tout cas. de mon côté aussi. On dit plus de bêtises hein, maintenant. Eh ben, très bien. C'est parti pour 1 heure, voire un peu plus, pour le 3e atelier Zilio, Atelier. Ce soir, on a au menu toujours un petit tour de table de présentation pour apprendre à se connaître. Vous n'hésiterez pas à dire vous d'où vous venez, histoire qu'on localise un peu à chaque personne. Ce qui serait intéressant, ce serait de nous dire un peu sur quelle application vous travaillez en ce moment, quel thème d'application. Et ensuite, les questions et les remarques des utilisateurs, c'est-à-dire les questions que vous pouvez avoir soit sur les dernières fonctionnalités qu'a sorti Didier, ou d'autres remarques, des besoins, des idées, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Didier les notera et puis il pourra nous dire s'il pourra les développer ou pas. Voilà. Ensuite, ce sera Didier qui prendra la parole, qui nous fera un petit retour sur les conteneurs, sur son déploiement, sur les retours qu'il a eu des différents utilisateurs. Et après, il va nous parler des pop-up. Alors, j'ai pas d'informations non plus là-dessus. Donc, c'est la petite surprise. C'est un dossier top secret. Hein. Et pour finir, la roadmap qui va suivre pour 2025, deuxième moitié de 2025 et 2026. Voilà. Donc, on va commencer par le tour de table. Alors, quelqu'un veut commencer ou je commence? Denis vient de me rejoindre. Allez, je vais commencer. Donc, Emmanuel, moi, je suis en Dordogne. Je suis au sud de Limoges, dans le Périgord. Et en ce moment, je travaille sur 2 applications principales. Je travaille sur une application pour une pépinière collective. Donc, c'est plusieurs pépiniéristes qui veulent une application de vente en ligne d'arbres avec toute la gestion de facturation, de paiement en ligne, etc. Assez classique. Voilà, ça, il faut que je finalise assez rapidement et je vais travailler sur une autre application bientôt. C'est sur une app de vente de bois de chauffage de forêt qui soit gérée de manière écologique. Donc, il y a toute une histoire de traçabilité du bois, où est-ce qu'il a été coupé, quand, etc. Donc, en commun travail avec des bûcherons pour essayer de faire en sorte que les forêts soient gérées de manière un peu plus douce. Donc ça, c'est le projet à venir. Alors, au niveau des questions, j'en ai noté plusieurs. Là, j'étais justement en train de travailler sur mes paniers. Et sur le panier, quand on affiche le panier, les produits, le nom du produit, ils ne sont pas personnalisables. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec notre code, le code ID de notre produit. Et ce n'est pas forcément bien identifiable pour les clients. Moi, j'ai un code à rallonge en plus. Et les clients m'ont demandé est-ce que ça soit marqué le nom de l'espèce ou le nom de la variété. Mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas personnalisable, ça, dans le panier. Il me semblait qu'on affichait le nom du produit dans le panier. Oui, mais tu peux pas. Je vais sous les yeux, mon écran s'est éteint. Tu peux écrire un titre à ton panier, mais tu peux pas personnaliser le nom de chaque article. Dire affiche-moi tel élément de ma base de données. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je note et puis on va revenir dessus. Ouais. L'idée, c'est qu'on fasse un tour de table et puis chaque personne, justement, peut évoquer justement un problème ou une question. Ouais. De toute façon, on a réservé une bonne demi-heure sur ces sujets questions-remarques. Okay. Il y avait un autre besoin, c'est il y a des champs que je mets sur mon app où je fais un calcul pour marquer un numéro de commande, par exemple. Donc, je prends la date du jour, le nom de mon client, etc. Et il y a des champs, j'aurais besoin de les masquer. Qui sont sur l'app, mais qui ne sont pas forcément visibles par les utilisateurs. Masquer des composants, c'est ça, dans un écran? Ouais. J'ai besoin de l'afficher pour créer une variable, ou je pourrais peut-être faire autrement. Il faudrait peut-être dans une action que je fasse un système de… Tu essaies avec la condition d'affichage? Ah oui, c'est vrai.
Ouais, tout simplement. Là, tu vois, j'ai déjà des réponses. Ok, bah, c'était tout pour moi. Après, j'avais une autre difficulté, c'est avec les composants recherche. J'ai créé une app d'événements et quand on fait les composants recherche, dès qu'on tape 2, 3 lettres, ça n'arrive plus à chercher alors que je fais des recherches dans des grands textes. Et je me demandais comment ils fonctionnaient ces éléments-là. C'est-à-dire que j'avais des événements avec une description assez longue. Et dans mon composant recherche, je me dis, bah, cherche là-dedans un thème, si c'est du théâtre, des concerts, etc. Et j'avais pas mal de difficultés à l'utiliser, celui-là. Ok, bah écoute, on va y revenir, je l'ai noté. Ça marche. Voilà, moi j'ai fini. Je peux donner la parole à Nicolas, par exemple. Merci Emmanuel. Ouais. Bonjour à tous. Donc c'est la première fois que je participe. Enchanté. Hein. Ça fait une semaine à peine que je me suis mis sur Zilio. Donc je viens d'Angoulême, un petit peu au-dessus de Bordeaux pour ceux qui connaissent pas trop, puisque des fois c'est un peu compliqué de situer Angoulême. En fait, je travaille essentiellement sur des side projects, puisqu'en fait je suis salarié à 100% dans une entreprise. Donc en fait, pour l'instant, c'est vraiment annexe à mon activité principale. Mais bon, un jour, peut-être, ça deviendra principal. Et mon objectif est essentiellement de pouvoir créer des SaaS. Je n'ai pas pour objectif de pouvoir faire des applications spécifiques pour un client ou pour un autre, puisque par rapport à mon activité principale, j'estime que ça ne sera pas gérable d'un point de vue maintenance, évolution, etc. Donc, mon objectif, c'est essentiellement de pouvoir créer des SaaS. J'ai commencé depuis un petit peu plus d'1 an. J'en ai créé un premier, ça a été long. J'en ai un qui est en ligne, qui est en prod et qui tourne, qui est donc un SaaS qui permet de gérer les établissements de location de box de stockage, que j'ai créé avec Bubble. Alors, autant dire que Bubble, c'est un super outil, mais des fois, c'est un peu la grosse cavalerie pour pas grand-chose. Donc, en fait, mon objectif, c'est aussi de pouvoir avoir à la fois Bubble et un autre outil qui me permette de pouvoir créer des SaaS beaucoup plus rapidement quand on n'a pas besoin d'avoir une personnalisation graphique à outrance, etc. Et c'est pour ça que depuis une semaine, je découvre Zilio et je dois dire que je suis très, très agréablement surpris à la fois par l'application et par l'implication et la réactivité de Didier. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, quoi, de pouvoir échanger aussi rapidement avec le concepteur et puis et pouvoir réfléchir à des évolutions, même si techniquement, ce n'est pas possible, mais au moins de la démarche de le faire, je trouve ça vraiment fantastique, quoi. Merci Nicolas. Voilà, alors, je t'en prie, pas de problème. Donc, alors des questions, vu que ça fait une semaine que je suis sur Zilio, j'en aurai des tonnes. Parce que forcément, je suis dans une phase d'apprentissage et une phase de montée en compétences. Donc, je vous épargnerai, je pense, tout un ensemble de questions qui doivent être complètement triviales, mais je me les garde pour moi pour l'instant. Et peut-être que dans le prochain Atelier, j'aurai fait le ménage un petit peu dans toutes mes questions et l'essentiel sera là. Mais la question principale pour moi, c'est la possibilité de faire un SaaS avec Zilio, avec un SaaS performant et sécurisé. Quand je dis ça, c'est qu'on a potentiellement, on a toujours le moyen de créer dans chacune des tables une relation vers la table utilisateur et de faire des filtres en front pour faire ça. Mais bon, je pense que c'est pas viable, aussi bien en termes de performance et de sécurité, quoi. Donc, il faut absolument des données cloisonnées. Donc voilà, moi, ma question essentielle, c'est ça. J'en ai parlé cet après-midi avec Didier. Donc voilà, mais voilà, c'est d'abord ça avant de toutes les petites questions annexes que je pourrais avoir. Ce qui est intéressant avec ton projet de SaaS, Nicolas, on en a discuté tout à l'heure, c'est que il nécessite en fait la création d'applications à la volée à partir d'un modèle qui serait modifié en fonction de ce que saisit l'utilisateur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rentre dans la vision vraiment initiale de Zilio, où on cherche à commodiser
la création d'applications, un peu comme si tu crées un Google Sheet, tu crées un Google Doc, tu pourrais créer une app Zilio. Et en fait, ça répondrait à cette vision initiale où un claquement de doigts comme ça, via une API ou via un bouton, on créerait une application Zilio avec un contenu par défaut qui serait modifiable. C'est assez intéressant comme cas d'usage. C'est le premier à vraiment exprimer cette demande dans un vrai projet, donc on va y travailler. C'est avec plaisir. J'ai fait la demande à l'époque, mais tu m'as dit non, c'est pas grave, il faut dupliquer l'application. Tu sais, sur l'application de l'agence immobilière. Ouais. Donc, tu avais un peu la même version que tu disais à Nicolas au départ, j'ai vu dans les échanges, le côté duplication. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, cette réflexion. Une duplication automatisée, voilà, à la demande. Ouais. Et la question des évolutions, c'est que l'application modèle, maître, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on est appelé à la faire évoluer et il faut que les évolutions, à un moment donné, on se dise je veux les envoyer sur toutes les applications filles et je ne veux pas mettre le bazar dans les applications filles. Donc, bon, effectivement, on a vu que ça tirait plein de sujets. Oui, effectivement, là ce n'est pas un sujet qu'on avait anticipé. Il y a un peu de travail de conception. Mais après, je me dis, Zilio en lui-même est un SaaS. Donc, c'est vrai que... Un SaaS à partir d'un SaaS. Ouais, voilà. Alors, c'est Nicolas, Okay. tu peux passer la parole à qui tu veux autour de toi. Je vais prendre juste au-dessus de moi, là, sur les étiquettes, c'est Eric. Lequel? Ah, Eric Borbeli. Désolé, alors ça va être moi. Donc, Eric, encore dans la région parisienne pendant 3 semaines avant d'éménager. Que dire? Oui, aujourd'hui, donc sur des projets Zilio, j'en ai 2. Un où j'accompagne un développeur no-code, justement, qui lui a son client. Donc, je suis un peu en off pour l'aider à répondre aux besoins de son client. C'est un LMS. Donc, pour tout le monde, le LMS, ça veut dire gestion de cours, gestion des professeurs, gestion des notes qui vont avec. Le Learning Management System. C'est ça. Donc voilà, après il y aura peut-être un peu de TMS, LMS, LCMS, donc on verra en fonction de jusqu'à où ils veulent aller justement dans cette gestion. Mais ça avance au compte-gouttes et j'ai plus, on va dire, une appétence je fais plus du coaching, on va dire, régulièrement pour faire avancer le projet de mon client qui a son propre client. Donc c'est un nouveau type de prestation, mais bon, c'est une prestation quand même. Donc on voit avec Didier comment ça marche, comment ça peut se faire, et en plus, pour désengorger un peu aussi possiblement des demandes inhérentes vers Didier, régulières. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, un peu comme Nicolas, c'est un projet plutôt perso issu de demandes faites par des apprenants. Ça serait le fait de proposer, maintenant qu'on a les dashboards, justement, une solution un peu de dashboard personnalisé pour des gens qui sont office managers, qui ont plusieurs clients et qui ont besoin tous les mois de leur transmettre de l'information. Donc voilà, donc là je joue beaucoup avec ce côté dashboard ordinateur. Et ce qui fait que, comme on l'avait vu avec Emmanuel, donc moi aujourd'hui, c'est pas vrai. J'ai plus de demandes parce que je sais que Didier il est sur plein de choses en même temps. Bah, si les automations un de ces jours, il le sait depuis un certain temps, mais bon, j'attends ça avec impatience pour avoir des nouveaux triggers comme ça dans les applications. Ça c'est un fait. Je sais que ça viendra. Mais c'est plutôt les marges, les ascenseurs, tout ça qui vont avec la partie ordinateur parce que les couleurs. Oui, mais voilà, un peu tout ça parce que j'ai besoin d'avoir un peu cette dernière marche pour être un peu plus serein sur la mise en prod client. Même si je m'amuse déjà beaucoup tout seul sur la partie ordinateur. Voilà pour moi. Donc le prochain Eric. Allez. Oui. Écoutez, moi je suis sur la région Occitanie, entre Cahors et Toulouse. Et donc je travaille dans une société de conseil, j'accompagne les PME sur tout ce qui est organisation industrielle, donc je travaille exclusivement dans l'industrie. Donc au-delà de l'organisation, qui fait quoi, etc., en lien avec la stratégie, enfin voilà, plein de sujets autour de tout ça. J'accompagne aussi sur la digitalisation, sur l'accompagnement de projets ERP, cahier des charges, etc. Et puis depuis 3 ans, on accompagne
certains de nos clients sur du no-code, sur du développement no-code, des applications spécifiques métiers en lien avec l'écosystème. Et on s'est du coup associé à TimeTonic depuis 3 ans. Donc on est partenaire Gold de TimeTonic. Et on a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de projets depuis ce moment-là. Et en ce moment, on a 4-5 projets, dont certains plutôt importants, puisque l'objectif pour l'un d'entre eux est de remplacer complètement l'application de gestion, parce que trop éloigné des besoins métiers. Voilà. Et du coup, concernant Zilio, ben, finalement, c'est une opportunité dans certains cas et récemment où l'application TimeTonic sur le côté mobile a ses limites. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de relativement simple, mais pour autant de pouvoir le personnaliser, l'épurer. Et donc, on a travaillé avec Didier récemment sur une application de gestion de SAV, technicien SAV, et donc on a profité de cette opportunité-là aussi pour faire évoluer Zilio, et j'ai beaucoup apprécié la réactivité de Didier là-dessus. Et je pense que voilà, ça a permis aussi côté Zilio de pouvoir aussi amener du step, notamment sur la notion de vue filtrée pour éviter d'avoir embarqué tout un jeu de données. Et donc aujourd'hui, voilà, on a une connexion Zilio TimeTonic qui est plutôt opérationnelle, avec la prise de photos, multi-photos. Enfin voilà, on a profité de ça pour amener du plus. Et franchement, c'est plutôt sympa. C'est relativement simple, mais les composants qu'on a été chercher, ou en tout cas les sujets qu'on a été chercher, Didier a fait en sorte que ce soit opérationnel rapidement, et je le remercie. C'est une belle application, Eric. Ouais. Effectivement, Zilio ne supportait pas le multifichier dans les formulaires d'images. Donc ça, on l'a rajouté. On a aussi profité pour faire en sorte que les fichiers qui sont sélectionnés par l'utilisateur aillent dans TimeTonic, parce que précédemment, ils allaient dans Zilio et TimeTonic avait un lien vers Zilio. Là, c'est plus le cas, en fait. Hein. Quand nos tables sont sur TimeTonic, on a la possibilité de lui dire finalement, stocke tout dans TimeTonic et pas juste les données et les images restent dans Zilio. Donc, c'est un peu plus cohérent. Donc, c'est avec ce genre de projet qu'on fait évoluer Zilio. Et c'est un plaisir, Eric. L'application est vraiment bien faite. Elle fonctionne bien. Oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et bon, voilà, ça reste des opportunités comme ça. Moi, je ne suis pas rentré encore vraiment dans Zilio, tout simplement parce que pas de temps. Parce que la difficulté de maîtriser les outils, il y en a beaucoup qui multiplient les outils, mais on s'aperçoit que finalement, quand on maîtrise pas tout, on a tendance à imaginer des structures qui font appel à tel ou tel outil, mais au final, on s'aperçoit que si on avait justement appréhendé un peu mieux les outils, on se recentre, quoi. Bon. Même réflexion quand on a un ERP, quand on a voilà, tout type d'outils. Donc nous, on a fait le choix justement de ne pas multiplier les outils et d'essayer de les maîtriser au maximum. Et sur TimeTonic, en tout cas, on fait partie de ceux qui maîtrisons le plus l'outil. Je ne les espère pas qu'un jour on arrive sur Zilio, mais voilà, on ne multipliera pas non plus 36 outils no code. Voilà. Merci Eric. Avec plaisir. Je te laisse passer la parole, à moins que tu aies des remarques sur des non, outils. pour le moment, non, parce qu'effectivement, pas assez. Bon. Je te laisse passer la parole. Ouais. Bastien, par exemple. Bonsoir. Alors, c'est ma première fois aussi à Zilio, hein, dans le Z Atelier. Donc, Bastien, je travaille avec Guillaume. Je suis du côté de Clermont-Ferrand.
et étudiant en BUT réseau et télécom, du coup en alternance. Pour mon projet Zilio, alors j'en ai un que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça parce que ça vient d'une problématique qu'on a au niveau de l'administration de notre scolarité qui ne veut pas trop nous communiquer d'infos sur nos notes et sur les validations de nos semestres. J'épargne toute la partie administrative pour passer d'une année à l'autre. Et du coup, je connaissais déjà certains outils de code, entre autres Bubble, Adalo ou Glide, mais je trouvais que c'était des outils qui étaient un peu complexes, surtout pour ce que je voulais. Guillaume m'avait parlé en début, quand je suis arrivé, de Zilio. Il m'avait un peu montré, et après, moi, j'ai pas regardé de mon côté. Et effectivement, j'ai quand même vu que c'était un outil qui était facile d'utilisation, où on pouvait créer une application très rapidement et la mettre en ligne très rapidement. Donc, on a juste à donner un peu de code et à la fin, tout le monde l'a. Et ça, je trouvais ça super bien comme concept. Ça nous évite souvent de devoir passer par des étapes d'inscription. Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, j'ai décidé de ces IO pour, avec d'autres étudiants, entre autres de ma formation, pour mettre en place une petite application pour rentrer nos notes. Et lui, en fonction des contraintes que nous, on a de notre formation, nous dire si oui ou non on passe un semestre, si oui ou non on passe une année, et nous dire combien de temps on a besoin pour passer d'une année à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui serait assez, je dirais, peut-être pour vous, alors je pense, entre autres, c'était un de vous qui avait un projet aussi un peu dans le même style que moi. C'était LMS, je crois. Il y avait quelque chose comme ça. Ça peut paraître un peu abstrait, mais pour nous, ce sera un peu une révolution pour avoir un suivi de nos études et de comment on valide nos choses et qu'on ne soit pas dans l'aveugle. En termes de questions, alors j'en ai qu'une. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup du code. Ça fait pas si longtemps que ça que je m'intéresse au no-code. Alors entre autres, c'est grâce à Guillaume qui m'a vraiment initié un peu au no-code. Et je sais que la plupart des outils no-code ont un peu de mal avec le style. Alors moi, je suis quelqu'un qui veut toujours des appuis propres. Et je sais que Zilio, sur ce point-là, c'est quelque chose qui est un peu, alors, qui n'est pas, je trouve, assez évolué, alors, après avoir rendu avec Didier. Euh, Est-ce que potentiellement, dans ce qu'on peut avoir comme option de style, ça pourrait aller plus loin? Alors, je pense un peu à ce que fait Figma. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'outil. Ou Figma pousse très loin le style. Alors après, même si on est dans un outil un peu de design, je dirais, mais qui s'accorde assez bien maintenant dans le no-code, est-ce que potentiellement Zilio peut aller plus loin dans les offres pour styliser, par exemple, je pense aux boutons, aux en-têtes, à la navigation, des choses comme ça. Oui, c'est une bonne question. J'aimerais bien. Ce serait vraiment intéressant que les composants aient davantage de propriétés. Par exemple, quand j'ai travaillé sur les containers, je me suis inspiré de dashboards. J'étais chercher des dashboards sur Dribble, par exemple. Et il y avait des dashboards magnifiques avec des dégradés, des styles vraiment avec des bordures bien fichues, des bordures, des ombres. Et je me suis dit, là, il faut absolument faire évoluer Zilio pour tous les composants et ses propriétés. Mais oui, c'est un bon sujet. C'est pas priorisé en tant que tel, mais effectivement, il faudrait à un moment donné se poser par rapport à ces composants qui existent, qui sont assez consistants. Hein. Et en fait, ils sont développés d'une certaine façon où en fait, il y a un composant parent, puis il y a un héritage de composants. Donc, ils sont le plus possible consistants, en tout cas. Mais en fait, il faudrait faire une étude d'ensemble. Ce n'est pas juste composant par composant, mais revisiter les possibilités en termes de style. Pourquoi pas ouvrir à la palette de style CSS, parce qu'en fait, ça appuie sur les technos web.
Je voudrais pas donner une vision trop technique non plus, donc à voir aussi. Il ne faudra pas effrayer les développeurs, enfin les makers qui n'auraient pas de connaissances techniques, peut-être avec des fonctionnalités un peu plus avancées. Voilà, ça à creuser. En tout cas, si tu as des idées, si jamais voilà, tu me dis, voilà, si tu prends un exemple, un composant d'exemple, il te dit, ouais, moi je verrais bien pouvoir le customiser à ce point en donnant des exemples que tu trouverais sur Figma ou autres outils. Je suis vraiment preneur et j'ajouterai une tâche dans le backlog pour, voilà, pour traquer toutes ces infos précieuses pour pouvoir les reprendre plus tard. Très, très bon sujet, ouais. Je suis un peu frustré hein, moi-même, hein, des fois qu'on travaille sur des apps et pas récemment, mais même l'année dernière, j'ai travaillé sur des apps pour des clients et je me dis, attends, il n'y a pas ce style de dispo et je l'ai rajouté tout de suite. Je me suis rajouté des styles parce que j'étais frustré. Et ouais, c'est un vrai sujet. Il faut adresser. Une petite question justement dans ce cadre-là. Est-ce que l'idée derrière quand même, c'est de pouvoir disposer effectivement peut-être d'un peu plus de style, mais tout en gardant la philosophie d'aller rapidement dans le dev, enfin dans le développement de l'application, restant dans la philosophie du no-code aussi, c'est de finalement définir pour l'ensemble de l'application une même charte graphique, quitte effectivement à la pousser un peu plus, mais que quelque part, quand on change un composant, c'est de façon globale que ça reste, voilà, qu'on tombe pas dans le travers de vouloir être trop dans le design, parce que dans ce cas-là, il y a d'autres outils qui le font, quoi. Ouais, je suis d'accord, Eric. C'est pour ça que je parlais de démarche globale. Oui. En fait, tous les composants sont consistants et s'appuient sur le thème. Il y a un thème d'application. Et en fait, en changeant de thème, on change toutes les couleurs de tous les composants d'un coup. Ils s'adaptent tous, ils sont tous faits pour s'adapter au thème. Et ça, il ne faut pas dévier de ça. Je suis complètement d'accord. Il ne faut pas que les fonctionnalités avancées rognent sur la vision initiale du code. Très bien, merci Bastien. Tu peux passer la parole à qui tu as envie. Là, je vais passer la parole à Guillaume. Évidemment. Bah oui, on veut venir. On en parlera au bureau demain, Bastien. En plus, tu mets Didier en difficulté, donc on en reparlera 2 fois au bureau demain. Donc moi, c'est Guillaume. Je suis informaticien de profession. Je travaille dans un centre de formation qui forme des jeunes à rentrer dans les métiers du social, comme par exemple des assistants sociaux, un assistant social, des éducateurs spécialisés, etc. Et alors donc ça c'est mon activité principale. D'ailleurs, Bastien est mon alternant dans cette structure. Et je profite aussi d'utiliser, j'essaie du moins d'utiliser Zilio lorsque je dois faire des cours sur les pratiques de numérique à mes apprenants. J'essaie de les initier un petit peu au no-code pour qu'ils aient un petit peu les clés en main pour pouvoir se débrouiller tout seul, sachant que, j'insiste sur ce point, on est dans un, comment dire, dans un cœur de métier où le public est très très particulier dans le social et où la fracture numérique est absolument énorme. Donc, on est fait face à des gens qui sont pas du tout informatiques, ne serait-ce que même surfer sur Internet, c'est limite difficile. Donc, les faire travailler sur Zilio, c'est extraordinaire. Quand on arrive à faire quelque chose, c'est vraiment bien. Et c'est en ça que Zilio est intéressant. Après, d'un point de vue purement Zilio, moi, je n'ai pas vraiment de side project. En fait, je suis quelqu'un qui picore Zilio. Je suis Didier maintenant depuis quelques temps. Je suis l'auteur des petites vidéos e-astuces. Alors, en toute transparence, je devrais en faire plus, mais pour des raisons personnelles en ce moment qui sont assez denses ces derniers mois, je suis un peu moins actif, mais je suis toujours là. Et Didier sait, de toute façon. Hein. Et voilà, donc moi, j'ai toujours un labo d'ouvert sur Zilio, c'est-à-dire que j'ai une application que j'appelle Labo et je fais plein de tests. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc dont je ne t'ai pas parlé, Didier, parce que je voulais te laisser la surprise pour ce soir. Sinon, c'est pas marrant. Merci. On en reparle demain aussi. Alors après, peut-être que je vais dire une grosse connerie, hein. Attention. Ah oui. Mais j'ai vu... C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours des petits tests un petit peu sur plein de choses. Et il y a quelque chose qui j'ai vu d'intéressant sur Zilio, et notamment avec cette partie maintenant desktop que tu as mis en avant.
Je me suis mis dans l'idée de faire un test intéressant et un test que j'ai fait sur un AGL très récemment. Bon, j'ai l'habitude de travailler sur un énorme ERP à mon boulot et à côté, je picore un AGL aussi. Je fais pas mal de choses. Et je me suis dit, maintenant que Zillow est en train de mordre un petit peu sur le desktop, je voulais tester des petites choses. J'ai vu par exemple une fonctionnalité intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vu, par exemple une fonctionnalité qui est assez intéressante sur Zillow, c'est sur le composant texte, donc l'entrée de texte, hein, je ne parle pas du label, je parle vraiment de la saisie, où on peut demander à l'application de se mettre à jour soit en défocus, c'est-à-dire quand on sort du champ, ou soit lorsqu'on rentre une valeur. Et j'avais envie je me suis dit, il serait bien, pourquoi pas, puisque jusqu'à présent, Zillow permet de faire des listes, notamment à partir de tables. Il pourrait être intéressant de pouvoir faire ce qu'on appelle des listes dynamiques, c'est-à-dire qu'on puisse créer nos propres listes en quelque sorte, mais pas à partir d'une table, à partir de données qu'on aurait agrégées. Et pour illustrer ce propos, je vais donner un exemple très simple que moi j'ai créé sur le petit AGL, enfin le petit AGL, plutôt un gros AGL, un AGL c'est jamais petit, mais peu importe. Sur l'AGL, je me suis dit, tiens, ça serait marrant qu'on puisse faire ça sur Zillow. Vous prenez par exemple une application d'inventaire, vous prenez les codes barres. Alors, une douchette à code barre, c'est tout con, hein, comment ça marche. C'est vous scannez et ça vous sort du texte. Ce texte, il est interprété et ça vous donne le code barre. Il y a une application d'ailleurs sur Android qui fait ça très bien, qui est Barcode to PC. Hein, pour ceux qui n'ont pas de douchette, vous pouvez utiliser votre smartphone comme un scanner de code barre et ça vous envoie directement la valeur du code barre sur une application, sur votre machine. Et je me suis dit, si je mets un champ texte, vu qu'on peut mettre à jour directement en saisie, je scanne, ça met mon code barre et ça va aller me chercher dans ma base de données un produit et ça va me l'ajouter à une liste. Une sorte de panier, entre guillemets, mais un peu pour faire un inventaire. Et je me suis dit, il serait intéressant du coup de pouvoir faire des listes dynamiques comme ça. On pourrait imaginer une liste qui ne vienne pas d'une table et de cette liste ensuite, je peux, pourquoi pas, après nourrir la base de données d'une certaine manière avec des données agrégées, des données calculées, mais que j'aurais fait auparavant, sans forcément passer par la case table, j'ai envie de dire, par la case base de données. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu tester sur Zillow parce que quand j'ai vu, quand je me suis amusé un peu, des fois je m'amuse avec n'importe quoi hein, sur Zillow. Il faut savoir, le champ texte, ça peut paraître bénin et simple comme composant, mais quand on regarde un peu plus près les propriétés, on peut trouver des choses intéressantes. Et quand on essaie de mettre tout ça ensemble, c'est là qu'on arrive après à se dire, bah tiens, voilà. Et sans m'amusant avec ce champ-là, je me suis dit, tiens, c'est chouette de pouvoir faire une mise à jour en direct, mais ça sera encore plus chouette de pouvoir faire des actions en fait en fonction d'une entrée et de pouvoir, pourquoi pas, faire une table, une sorte de table dynamique. Voilà. Alors j'ai donné l'exemple du code barre parce que c'est un exemple qui parle, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Tu as pas mal de composants sur Zillow où on ne peut pas finalement faire une action un peu comme sur un bouton. J'ai envie de dérouler une action, par exemple. Je ne sais pas, moi, j'ai pris l'exemple du composant texte, mais ça pourrait être n'importe quel composant. Par exemple, si j'ai un composant qui se met à jour, j'aimerais que dans mon workflow, ça déclenche une autre action. Alors, je sais qu'on peut le faire avec les boutons, etc., mais ce serait peut-être bien de pouvoir élargir un petit peu cette possibilité de workflow, en fait, d'action, sur des composants qui, à la base, ne sont pas prévus pour ça. Je pense notamment au champ texte, qui est là pour nourrir une base de données quand on appuie sur un bouton, mais qui pourrait être utilisé pour d'autres choses. Voilà, donc c'était ma petite contribution du soir concernant l'idée globale que je voulais donner. Après, moi, encore une fois, je n'ai pas de gros projets sur Zillow. Je fais pas mal de choses dessus, je teste pas mal de choses. Je fais des retours à Didier, je fais des vidéos aussi sur Zillow. Et voilà, je suis surtout là pour soutenir le projet et pour essayer de vous partager un maximum de choses sur Zillow. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait découvrir Zillow à Bastien, qui est un peu trop orienté code. Et je lui dis, voilà, ça serait bien que tu t'ouvres un peu et que des fois... Mais c'est vrai, c'est un peu le but, hein, c'est aussi d'ouvrir, d'essayer d'ouvrir les gens à cet univers qui est le no-code, qui quand même est très riche maintenant, hein, de nos jours. Voilà. Merci Guillaume. Voilà. Pour répondre, pour te donner quelques éléments par rapport à ta remarque, effectivement, utiliser une liste et l'alimenter dynamiquement, c'est pas quelque chose de trivial, parce qu'en fait, une liste, si vous considérez composant liste, grid, carrousel, etc.,
c'est des composants qui nécessitent des données structurées, parce que c'est un titre, un sous-titre, une image, etc. Et ça peut être trié par colonne, ça peut être trié avec filtré, etc., avec une formule. Et en fait, un peu compliqué pour le coup là de faire entrer une seule donnée dans un objet structuré. Le composant qui se rapproche le plus de ce que tu cherches, c'est le composant choose. Et effectivement, je ne sais pas comment il s'appelle en français, je ne sais plus. Mais en fait, voilà, ce composant, on l'alimente avec une chaîne de caractères séparée par des virgules. Et donc ça, tu peux le construire à la volée, à la demande. Et ce composant affiche une liste d'éléments que tu peux sélectionner, soit sélection simple, soit multiple. Et ouais, mais si j'ai deux données. En gros, si j'ai, admettons, je dis une connerie, une donnée, un nom, une quantité, un prix, mais qui n'est pas forcément dans ma base et que je veux construire moi. C'est ça, en fait. Ouais, ben ça, on ne peut pas, parce qu'il faudrait mettre en place des outils pour créer des données structurées avec des champs. Et là, ça devient compliqué. Ouais. C'était une occasion, ou alors ramener une donnée de la base et l'afficher comme je le veux en fonction de. Je reprends l'exemple du code barre, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu prends une table ou n'importe quoi, tu peux faire des filtres dessus, mais tu ne peux pas faire d'action en fonction d'un autre champ. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Comme je t'ai donné l'exemple, si je prends mon champ texte, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, je fais entrée. Là, entrée, ça pourrait entrer ou sans cliquer sur un bouton, par exemple, ça pourrait être aussi perdre le focus. C'est pour ça que j'ai vu ton truc mettre à jour. On pourrait enchaîner des actions là-dessus et dire, bah, par exemple, sur cette table, sors-moi les produits qui ont, par exemple, ce code barre-là avec un prix et on pourrait laisser la possibilité d'ajouter une quantité. Tu vois, dans le. Ouais, je vois, pas sans cliquer sur un bouton, ouais, effectivement. C'est ça, et de déclencher des actions. Voilà, on pourrait imaginer une table finalement que j'alimente, comme tu le dis, qui existe déjà. Hein. Là, je vois que tu as aussi le composant table, mais une table que j'alimente par base de données, mais en fonction d'une requête en fait, que je vais définir en fonction d'une action. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, je vois, ouais. Ce serait un peu ça l'idée. Ok, j'ai noté. On pourrait rajouter plus d'actions. On en avait parlé à un moment donné, je crois qu'on avait parlé pendant un The Atelier. Sachez que j'ai pris toutes les remarques des 2 premiers ateliers et tout est dans le backlog. Ça en a rajouté un bon paquet. Certaines étaient tellement triviales que je les ai faites dans la foulée, d'autres sont un peu plus compliquées. Mais rien n'est perdu. En fait, et la dernière fois, on avait parlé de déclencher une action lorsqu'un écran s'affiche, par exemple. Pourquoi pas et pourquoi pas la saisie d'un champ texte. Ouais. Didier va me fumer, ça y est. Bon, on passe au suivant. Ça va. Oui, on va donner la parole à Denis. Oui, moi je me présente, je suis déjà venu plusieurs fois ici. Je suis complètement pas du tout dans le milieu informatique. Moi, je suis dans le milieu paramédical et je crée des applications pour moi, pour mon métier et simplement que je partage un petit peu avec mes collègues. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et la dernière que j'ai créée là il y a quelques jours, c'est une application qui va rechercher des bibliographies sur Google Scholar en fonction de mots-clés que j'ai prédéfinis. Et grâce à Make, j'arrive à récupérer ces éléments. J'ai fait tout un système là. Et je les affiche sur la petite application en fonction des différents mots-clés et des différents signes. Et comme ça, on peut les visualiser et voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc c'est une petite application assez simple, mais qui permet de faire quand même une veille un petit peu des dernières bibliographies qui m'intéressent dans le milieu paramédical. Voilà. Excellent, Denis. J'en ai pas entendu parler. Hein. Donc apparemment, tu as été très. Ah ouais, j'ai fait ça tout seul, ouais. Non, je t'ai pas sollicité. Non, j'ai essayé, ça marche. Il y a un ou deux trucs qui encore faut que j'améliore, mais je vais trouver. Sinon, justement, il y a une petite question. Là, j'ai le champ date qui jusqu'à maintenant j'arrivais à le prédéfinir et tout. Maintenant, lorsqu'il se met dans mes applications, il n'est plus prédéfini. Je pense que tu as dû changer quelque chose ou non? Est-ce que tu entends par prédéfini? C'est-à-dire que j'arrivais à réussir à prédéfinir les champs dates par rapport à la date du jour.
Et ça marchait très bien. Et puis, depuis quelques jours, ça ne fonctionne plus. Je suis obligé de rentrer la date, bien que je n'ai pas changé du tout dans mon système. Donc, je veux Non, ça savoir me si... dit rien. Ouais, je voulais Et savoir quand si il tu avais... s'affiche, quand il s'affiche dans ton écran, il est censé afficher la date du jour. Voilà. C'est plus le cas. Voilà. D'accord. Et dans le champ, dans la propriété par défaut, enfin valeur par défaut, tu mets la date Il y a du toujours jour. marqué la date du jour normalement. Ok. Bon, écoute, je note. Et autre chose, c'est la compatibilité avec Safari sur Mac. Moi, je trouve que ça marche pas très bien. Donc, je suis obligé d'utiliser Chrome. C'est pas mon préféré, du coup, mais parce que ça marche pas, c'est au niveau des formules. Quand on veut dérouler les formules, Safari bloque, ou j'arrive plus à dérouler les formules complètement. Lorsqu'il y a différents champs, lorsqu'il y a des trucs, donc je suis obligé d'utiliser Chrome qui permet de dérouler. Alors, je ne sais pas si ça vient de ton appli ou la compatibilité avec Mac ou autre. Voilà. Ouais, on nous a remonté quelques problèmes sur Mac, notamment le copier-coller qui ne fonctionne pas. Il faut utiliser la touche Le contrôle. copier-coller fonctionne, mais c'est pas la bonne commande. Ouais. C'est pas commande C, il faut faire CTRL C. Ouais. On a essayé de le débugger avec Eric, on n'a pas réussi à trouver. Il ne veut pas lâcher Didier là-dessus. Je dis que c'est super important. Mais il marche, mais c'est vrai qu'il marche. Beaucoup. Ouais. Mais bon, il faut pas oublier que c'est contrôle. On a l'impression de revenir un peu en PC. Donc, formule sur Mac. Il va falloir que je me procure un Mac. J'aime pas les environnements Apple, c'est trop fermé. Regardez, cet après-midi, on a discuté du champ date. Safari ne supporte pas Minimax. Ouais. C'est incroyable quand même, en 2025. Et encore, Zio a fait des progrès là-dessus. Hein, parce que Zio a fait des progrès là-dessus, parce qu'au tout début, moi, quand j'utilisais, il marchait que sur Chrome. Et là, ça fait quelques temps que je l'essaye sur Chrome, Edge, sur Firefox. Et ça marche très bien. Après, c'est vrai que du coup, maintenant que vous le dites, j'ai un MacBook depuis pas longtemps. Je vais le tester sur Safari. Je vais inviter Didier aussi, je pense. Comme ça, on s'y mettra à plusieurs. Il n'y a pas de raison. Merci, Denis. Je ne sais pas qui n'est pas passé encore. Ludovic, peut-être, non? Ouais, justement, je voulais en profiter. Tu parlais de copier-coller. Moi, j'ai des petits, je le trouve capricieux sur sur Chrome. Je suis sur Chrome, sur Windows 11. Il n'est pas toujours d'accord pour faire ce que je lui demande. Donc, des fois, ça affiche oui, le composant a été copié, et quand je sors le CTRL-V, il ne le remet pas. Des fois, il faut juste que j'attende que justement le composant a été copié, que ça disparaisse. Une fois que ça a disparu, je fais CTRL-V, ça colle. Des fois, pas du tout. Je referme l'éditeur d'action, je rouvre. Des fois, ça marche à ce moment-là. Bon, c'est un peu capricieux. Je ne sais pas si tu as besoin, si tu veux que je te... Ouais, je veux bien que tu essaies, parce que moi, j'utilise au quotidien. Ça marche vraiment, bien. C'est pas mon mobile, c'est un truc spécial. Là, c'est vraiment Chrome sur Windows 11, donc c'est un peu... Ça fait un peu pareil chez moi. Chrome sur Windows 11. Attention aux adblockers, j'ai remarqué que parfois ça posait problème. Alors il y a deux choses qui peuvent poser problème sur Zilio pour l'avoir testé, c'est les adblockers et notamment une autre, ça je vous le dis, c'est en tips, c'est la traduction automatique de site. Ça, c'est un truc. Alors, la traduction automatique de site, ça fait carrément planter l'appli. De toute façon, vous le verrez vite. Par contre, il m'est arrivé avec des adblockers d'avoir effectivement des soucis de commande avec Zilio. C'est-à-dire, genre, le copier-coller, ce genre de choses. Donc, à voir. Je ne dis pas que c'est ça, mais je donne une piste possible. Je sais qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'adblockers et parfois, sur des applis, ça peut poser pas mal de soucis. Ouais. Bonne idée, mais je viens de regarder, là, j'en ai pas, donc c'est pas ça. Vas-y, continue. J'aurais tenté. Hein. Oui, mais c'est une très bonne suggestion. J'y ai pas pensé. Vas-y, continue, Ludo. Sur quoi tu bosses en ce moment? Toujours ton application de rencontre. Oui, donc voilà, application de rencontre. J'en ai une aussi pour une gestion d'événements, mais encore, toujours dans la même thématique. Donc, les personnes qui continuent de faire attention au Covid. Donc, c'est des événements avec mesure de réduction des risques. J'ai une application qui sert à, en gros, s'assurer que des proches qui seraient un peu fragiles, des personnes âgées, des personnes malades, s'assurer qu'elles vont bien sans avoir besoin de les harceler par un habile stratagème de notification. C'est-à-dire que la personne va recevoir une notification
qui va lui demander est-ce que ça va? Oui, ça va. Et le jour où elle ne dit pas oui, ça va, à ce moment-là, ça va contacter les personnes, enfin ses contacts, quoi, pour leur dire bah, a priori, ça ne va pas, donc prenez des nouvelles, voyez ce qui ne va pas. Ça, c'est un truc que j'ai à cœur depuis un moment et je suis content d'avoir trouvé des solutions. En fait, j'attendais les automatisations et je pense avoir trouvé là des solutions pour m'en passer. Et donc, elles devraient être prêtes prochainement. Et c'est plutôt cool. Sinon, en termes de questions, je suis un peu contrarié parce que j'avais, dans mon application de rencontre, j'utilise entre autres une barre de boutons. Et depuis que tu as présenté les containers, je pense que des containers avec des boutons ronds, c'est un peu plus sympa, un peu plus joli. Donc, je voudrais la remplacer. Sauf que dans ma button bar, j'ai des actions avec des embranchements en pagaille et des trucs complexes et je n'avais pas envie de recopier tout ça à la main. Donc, j'avais prévu d'amener ce sujet ce soir et ce matin, tu nous lâches le copier-coller d'action. J'ai rien à dire. Je n'ai même pas besoin de demander. Tu fournis le truc. Merci. Ah ouais, d'accord, c'est tombé pile poil. Ouais, ouais. Incroyable. Voilà, donc super. Excellent. Et donc, je crois qu'on n'a pas entendu Henri-Émile encore, c'est ça? Il en reste un ou deux, non? Je sais pas combien. Oui. Rebonjour à ceux qui ont déjà salué en début et bonjour aux autres. Donc moi, je l'ai dit, je suis à l'ouest de la France, on va dire, en Martinique, moins 6 heures de décalage horaire. Donc je suis tout nouveau sur Zilio, comme Nicolas, je crois, le premier intervenant. Je travaille en collectivité, mais je suis là à titre personnel, dans le cadre de ma découverte de l'outil. Et quand j'ai appris que c'était quasiment le dernier atelier avant l'été, donc j'ai dit, bon, je passe vous saluer, voir un petit peu comment ça fonctionne en live, et puis écouter vos retours d'expérience qui, je pense, me serviront dans la montée en compétence, on va dire, de l'outil. Donc, je pense, j'espère, je croise les doigts qu'au niveau professionnel, on puisse franchir le pas et acquérir l'outil, parce qu'on a de grands besoins à côté de l'application historique, traditionnelle. On sent qu'il y a un vrai besoin des différents services d'avoir des applications qui soient personnalisées. Donc, c'est clair que je pense qu'une plateforme comme Zilio pourra permettre de répondre à ces besoins-là. Et de façon générale, je pense que ça permet aussi de répondre à des besoins en dehors du travail. Juste dans le milieu associatif, sportif notamment, je vois qu'a priori, Zilio permettrait tout à fait de répondre à certaines problématiques que rencontrent les associations dans le cadre de leur fonctionnement. Donc, je suis là ici surtout pour vous saluer, surtout pour apprendre de vos retours d'expérience du fonctionnement de la plateforme, quoi. En tout cas, merci à DJ. Je me demande même s'il n'a pas des frères jumeaux, puisque je suis épaté de voir comment est-ce qu'il arrive à nous fournir cette assistance-là. Chapeau encore. Ah, merci, Henri-Émile. Ça doit être la passion. Sûrement. La passion du code, pour le coup. Exact. Donc, voilà, je ne sais pas à qui je peux passer la parole. Je ne vois pas. Il reste Martial. Oui, donc bonjour, bonsoir à tous. Il se planquait, Martial, en fait. Ouais, je me planquais un petit peu. Donc Martial, j'accompagne des entreprises dans leur digitalisation. Alors un petit peu comme Eric, j'ai une forte utilisation de TimeTonic. Zilio est intéressant de ce côté-là, justement avec l'intégration des tables, les connexions, etc. Donc c'est top, ça permet de rajouter vraiment une couche pour faire de belles applications. Et puis, bon voilà, rapidement. Et puis là, j'ai pas de projet sur lesquels je travaille. Par contre, j'ai un client sur lequel on était parti pour faire quasiment que du TimeTonic, mais depuis les évolutions des conteneurs, etc., j'entrevois une belle petite porte pour Zilio. Donc on doit refaire un point dans les 2-3 semaines qui viennent avant leurs vacances. Donc, je vais leur préparer un petit truc pour leur montrer. C'est sur du suivi de production, gestion des anomalies qualité, etc. Donc du process vraiment un peu plus industriel, on va dire. Donc pour faire de la pattern. Et tu enregistres une série de vidéos aussi. Et puis oui, effectivement, j'ai commencé une série de vidéos de A à Zilio. Alors un petit peu comme Guillaume,
J'aimerais aller un peu plus vite, en faire plus souvent. Donc l'idée, c'est de présenter les fonctionnalités de base sans forcément aller très loin, pour faire vraiment une bonne initiation sous forme d'abécédaire, donc 26 vidéos, couvrir 26 thèmes de Zilio. Voilà. Et puis j'ai un projet un petit peu perso que je vais bientôt remettre au goût du jour, sur du pointage de course de coureurs à pied. Alors j'ai déjà fait une grande partie du boulot avec Zilio, et puis si on peut appeler ça un bac, j'ai Google Sheet en bac. Donc pour gagner un peu en réactivité sur la mise à jour des pointages, etc., je voudrais tout passer en base de données Zilio. Bon, je pense que j'ai quelques soirées à m'arracher les cheveux là-dessus. Et pour rejoindre un peu Guillaume, je pense que des automatisations, enfin des styles de formules, etc., qui changent dynamiquement dans le bac, ça serait quelque chose top dans le cadre là. Ok, ouais. Ouais, Donc c'est vrai, voilà. je t'en avais parlé, Didier, on puisse mettre des formules dans les tables, des formules de calcul. Ça peut être intéressant, comme il y a dans Airtable ou dans Notion. Ou une automatisation qui mettra à jour des champs en fonction de ce qui a été créé ou modifié. Bah, tu as 2 champs de valeur et tu fais une multiplication dans la 3e colonne, par exemple. En fait, ouais, l'idée, c'est d'avoir alors que ce soit une automatisation ou une formule, mais que quand tu as un champ qui se modifie dans le bac, que ça serve de trigger pour quelque chose. Donc, soit un recalcul. Après, c'est toi qui as les mains dans le cambouis, puis qui sait ce qui va le mieux pour Zilio en termes de perf et puis de maintenabilité. Ouais, bien sûr. Ok. Très bien, merci Martial. Je crois qu'on a fait le tour. Tout le monde s'est présenté. Je vois pas tout le monde, donc avec mon partage d'écran. Bah, très bien. Didier, tu vas pouvoir nous faire un petit retour sur les conteneurs. C'est ça que tu avais prévu? C'était... Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être me présenter rapidement, peut-être pour vraiment les tout nouveaux. Moi, je suis le fondateur de Zilio. Zilio, on le développe depuis 5 ans maintenant. Il est commercialisé depuis 2023, donc depuis 2 ans à peu près. Et moi, je suis architecte logiciel. Je suis le principal développeur de la plateforme Zilio. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai le t-shirt Zilio. J'ai la tasse Zilio. Et comme on disait juste avant la réunion. Et la casquette? Ah non, je n'ai pas la casquette encore. Voilà, on a des stickers. Ça fait un peu bizarre, hein, de toucher Zilio. Bon, c'est numérique, hein, on voit qu'à l'écran. Est-ce qu'on verra Zilio sur le Tour de France cette année? Maintenant cycliste. Tu as encore de négociations. Il est fort probable qu'on soit présent là, à un salon à la rentrée en Ile-de-France où je serai speaker, donc je présenterai Zilio à une audience. Et puis, il y aura un stand Zilio avec voilà, des petits goodies à partager. Et puis, voilà, sachez que si on vous rencontre soit là-bas ou à quelconque autre événement, on vous donnera aussi des goodies. On partagera avec vous des goodies, des stylos, des stickers, des mugs, des t-shirts, etc. Ouais. Ok, alors si on parle un peu des containers, on a clairement sous-estimé en fait l'impact des containers. Si on avait su, on l'aurait fait bien avant. Et en fait, les containers ont ouvert plein de portes. Là, on a eu 4 clients là, ce mois-ci. Et ils nous ont tous parlé des containers. Donc on a un public software qui s'intéresse à Zilio, notamment parce que justement la principale fonctionnalité de software, c'est le desktop. Hein, c'est ce qu'on voit, la création de sites web, de boutiques à l'aide des outils qui sont vraiment adaptés au desktop. Et Zilio n'adressait pas ça du tout. Hein, c'était vraiment catastrophique hein, quand on essayait d'agrandir l'app mobile.
C'était vraiment catastrophique. C'était pas fait pour, hein, ça n'avait pas été étudié, hein, c'était pas un bug ou quoi que ce soit. Mais effectivement, là, depuis qu'on a créé les containers, on le voit sur LinkedIn, la page est beaucoup plus visitée, j'ai beaucoup plus de retours. Donc ça marche beaucoup. Les containers, c'est une des étapes hein, pour terminer le desktop. C'est l'une des dernières étapes qu'on a commencé en début d'année. Si vous vous souvenez, on a commencé le début d'année avec la migration de tous les composants en responsive, faire en sorte qu'ils s'agrandissent de manière acceptable et pas complètement buggés, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prévus hein, pour être agrandis. Après, on a rajouté la possibilité, on a rajouté des composants, notamment le composant table, qui fonctionne très bien. On a vraiment des très bons retours par rapport à celui-ci. On ne l'a pas fait évoluer, il fonctionne. Il n'y a pas de gros gap, il n'y a pas de problème. On a également fait évoluer le studio, parce que pendant que vous créez des écrans, vous pouvez maintenant agrandir les fenêtres. Vous pouvez définir en mode tablette et desktop et se projeter directement dans les 3 modes. Et également simulateur a été évolué pour supporter les trois résolutions. Les containers, c'était vraiment clé pour le coup. Et on va encore continuer, c'est pas fini, pour supporter le mode desktop. Et pas que, en fait. Hein, ça permet d'agrémenter aussi le mode mobile et le mode tablette. Parce que quand on a des containers, on peut aussi maintenant créer des formulaires sur 2 colonnes sur mobile. Alors sur 3 ou 4 colonnes, ça n'a pas de sens hein, sur mobile, mais on a des besoins aussi d'afficher des formulaires ou des statistiques sur 2 colonnes sur mobile. Donc les conteneurs ont un sens aussi sur mobile. Donc là, ce qui va arriver prochainement pour finaliser le mode desktop, vous l'avez compris, ce n'est pas que desktop, hein, ça permet d'agrémenter tous les modes. On va voir les pop-up, donc ça on va en parler dans quelques minutes. On va avoir la possibilité de définir ce qu'on veut afficher ou pas sur mobile, tablette et desktop. Donc vous allez pouvoir créer un écran et dire bah, finalement cette table, je l'affiche uniquement sur desktop, mais sur mobile, je vais plutôt afficher une liste, parce que c'est plus adapté, une liste verticale. Donc ça, plutôt que de tricher avec les conditions d'affichage et les formules pour savoir est-ce que vous êtes sur mobile ou sur tablette, etc., vous allez directement avoir les fonctionnalités intégrées dans l'outil. Donc, un simple clic, vous allez pouvoir indiquer ça, je veux le voir sur desktop, ça, je veux le voir sur tablette, ça, je veux le voir sur mobile, et inversement. Et dans Studio, vous allez le voir immédiatement. Oui, Eric? C'est juste pour savoir le mode tablette. Qu'est-ce qui définit le mode tablette? Parce que ça, j'ai pas vraiment compris. Je fais le mode desktop, le mode mobile, mais le mode tablette, je sais pas trop où est-ce qu'il intervient au milieu. C'est la taille de l'écran automatiquement, c'est la largeur standard. défini par toi-même. C'est toi qui as défini que la tablette serait de telle taille, donc c'est un moment. Ok. Ouais, ça fait partie des règles de responsive design. Tu sais, tu as des notions de breakpoints. Et on a pris un standard qui a l'air. J'allais dire qu'il a l'air de fonctionner, mais j'ai un bug là. J'ai l'impression qu'une fois, j'étais sur mon iPad et ça, de mémoire, ça n'avait pas pris la tablette. C'est pour ça que je pose la question. Tu vois, c'était resté encore desktop ou mobile, je sais plus, parce que je l'avais fait vraiment le test à l'arrache. Mais tablette n'était pas apparue dans ma formule. C'est vraiment pour ça que je pose la question. Ouais. Il faut certainement adapter parce qu'effectivement, moi, on m'a remonté un problème sur iPhone. L'iPhone, je ne sais plus quel modèle, mais je le suis. Okay. Non, merci. Il faudra certainement ajuster ça, peut-être prévoir des marges à approfondir, effectivement. Mais pas de souci. Merci. Ouais, Nicolas, je me suis permis de couper ton micro. Il y a des petits bruits de parasites familièrement. Pardon. Oui, Guillaume. Oui, c'était juste pour ajouter, parce que je trouve que c'est quand même important de le dire. Zilio, faut pas oublier qu'il est, bon, évidemment, c'est Didier qui le développe, mais il évolue grâce à vos retours hein, à la base. Il y a énormément de choses. Je reviens surtout sur les conteneurs. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal bourriné Didier. Je me souviens à l'époque, on lui disait ça serait bien qu'on puisse avoir des choses l'un à côté des autres, etc. Les conteneurs permettent ça. Effectivement, c'est une superbe évolution. Pour avoir testé Didier, je te le dis vraiment, ça marche vraiment très bien. Mais c'est vrai que c'est grâce à tous vos retours que Zilio se construit. Donc, continuez à tester, continuez à donner vos idées. C'est toujours ça de bon à prendre et c'est ça qui va permettre au produit d'évoluer encore plus.
Donc, c'est vachement important qu'on ait vos retours pour qu'on puisse savoir exactement de quoi vous avez besoin selon vos use cases. Là, tout à l'heure, Bastien a parlé de Figma, à juste titre, c'était aussi une bonne idée qui a été avancée. Donc, c'est pour ça que tous ces retours-là, je pense, sont bons à prendre et c'est du pain béni pour Zio, hein, très clairement. Donc, ne pas hésiter aussi à commenter si vous voyez des choses dans les vidéos, que ce soit dans les astuces ou d'autres, des idées, Oui, n'hésitez pas à les mettre. bonne remarque, en effet. On peut donner un exemple, hein. Par exemple, Emmanuel, il a créé une maquette complètement sur Softair et il m'a envoyé un PDF avec un comparatif. Il m'a dit, voilà ce que je peux faire avec Softair, voilà ce que j'arrive à faire, voilà, sans container, mais c'était avant les containers, voilà ce que j'arrive à faire sur Zilio. Et effectivement, on voyait qu'il y avait un gros gap, hein. Il y avait des choses qui étaient complètement pas possibles. On avait des champs qui s'étalaient sur 1000 pixels, alors que sur Softair, c'était beaucoup plus aligné. J'ai vu que tu l'avais rafraîchi, là, j'ai encore un sujet à traiter avec. C'est beaucoup mieux. Et encore, il y a quelques petits sujets encore à traiter pour que ce soit bien, bien parfait. Et ça a été extrêmement précieux, Emmanuel, pour les containers, parce que ça m'a permis de travailler sur un périmètre beaucoup plus riche que ce que j'imaginais au début. Et du coup, arriver avec une proposition qui fonctionne. Emmanuel, si tu regardes. Excellent. J'en ferai d'autres des retours. Non, mais j'étais parti sur Softair et j'ai vu les limites et j'ai vu les forfaits. Et c'est vrai que c'est là que j'ai posé ma question sur No Code France et que je suis tombé sur toi. Et là, on arrive quasiment à tout faire maintenant sur Zilio. Il y a toujours cette partie graphique où on a encore des petites choses à améliorer, surtout au niveau du composant post. Là, comme moi, je fais beaucoup de boutiques en ligne, le composant post peut encore être amélioré. Mais ça fait à peine 6 mois que j'utilise, c'est plus le même, hein, c'est plus le même logiciel. Ouais, excellent. Ouais. C'est vrai que côté tarif, Zilio n'a rien à envier à personne. Hein. Je le dis souvent et c'est vrai que je le dis à chaque atelier, mais c'est un truc quand même qu'il faut souligner parce que il est il est vraiment très, c'est un très bon concurrent quoi. D'un point de vue tarifaire, Zilio est quand même moins cher que la plupart des outils no-code du marché. Donc c'est quand même assez chouette. Tout à fait. Okay. Je vais partager mon écran du coup. Je ne sais pas si quelqu'un voulait parler. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, on va faire un point sur les pop-up. On a une discussion sur le nom, en fait, le nom qu'on devrait employer. En fait, ce n'est pas évident de traduire en français ces notions de boîte de dialogue. En fait, on devrait dire boîte de dialogue personnalisée. En fait, si on devrait le dire complètement, on devrait dire boîte de dialogue personnalisée. Et en fait, j'ai regardé avec ChatGPT aussi, j'ai demandé conseil. En fait, c'est pas évident de trouver un bon terme en français pour indiquer là, une boîte de dialogue qui s'afficherait par-dessus un écran. Mais en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on appellerait ça pop-up, que ce soit en français ou en anglais. J'ai été voir d'autres logiciels, ça fonctionne. Hein, ou une modale. Une modale. On pourrait appeler ça, non ? Un peu technique. C'est un peu moins parlant. Ça a été proposé par ChatGPT, effectivement, modal. Mais et la pop-up, finalement, c'est utilisé aussi dans le langage courant. On entend aussi parler de pop-up. Ça a une connotation négative, généralement, la pop-up. Pas dans ce cas. Ouais. Et, alors, c'est pas arrêté, hein, le développement n'est pas encore fait. Là, je vais vous montrer une démo aujourd'hui, c'est un prototype. Et voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Nicolas, tu viens de proposer modal, on va le mettre dans la liste. Puis n'hésitez pas si vous avez des idées, un nom court, vraiment très court, pas plusieurs mots, une boîte de dialogue, c'est vraiment trop long, malheureusement. Et, ou ça pourrait s'appeler dialogue, mais c'est pas vraiment parlant. Mais bon, je pourrais mettre un sondage hein, dans le Slack, donc chacun pourrait commenter. Pour l'instant, on est sur le mot pop-up. Okay. Et ce genre d'outil, c'est un peu comme quand on fait apparaître une notification ou un message avec les actions? Ah, c'est pas vraiment une notification, hein, on est vraiment sur une boîte de dialogue. L'idée, c'est d'afficher de l'information et pourquoi pas interagir. Ouais. C'est surtout l'idée. La notification, c'est plus le toast, je crois.
Tu l'as appelé. C'est ça, Didier, hein? C'est une action notification, je crois. Et ça fait un toast. C'est bien comme ça qu'on l'appelle sur le designer, hein? Non, il n'y a pas de toast dans le designer. Sur Android, ça s'appelle un toast, ce composant. Oui, c'est ça. Tu voulais intervenir, ouais, Bastien. Je sais que sur Figma, les pop-up, eux, ils les appellent overlay. Mm. Parce que je sais que Figma a un peu le même problème quand ils ont sorti le fait qu'on pouvait animer une pop-up. Et eux, ils l'ont pas appelé pop-up parce que justement, il y a eu, comme Guillaume l'a dit, un peu cette connotation négative. Et eux, ils l'ont appelé overlay. Et par contre, la communauté Figma l'a plutôt bien pris. Et ça a été plutôt bien animé. Et c'était assez compréhensible même pour des personnes qui ne Ok. connaissaient pas grand-chose à la plateforme, quoi. Après, il faut le traduire en français après. En fait, le problème, c'est surtout le français, parce que, tu vois, dialogue, on pourrait utiliser Dialogbox, tu vois, ça c'est suffisamment court, mais en français, ça passe pas. Donc, le C'est compliqué. problème, il est vraiment qu'en français. Donc, overlay, on pourrait le traduire superposé, par exemple. Je sais pas ce que tu as. Ouais, mais je vais noter, on va regarder. On va le traduire et voir ce que ça donne. Mais c'est une bonne idée, ouais. Finalement, on va pas traduire Zilio, ce sera plus simple. Et je note, hein, donc modal et overlay. Ok. Alors, point sur les pop-up. Alors, je vous fais tout de suite. Je vous fais une démo sur les pop-up. Donc, voici Zilio. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ouais, c'est bon. Oui. On veut Donc, voir c'est les sur mon pop-up. PC. Hein. Là, c'est une instance de Zilio sur mon PC. Et je vais cliquer sur ce projet pop-up. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez des écrans et des pop-up. Donc j'ai ici un écran, si je clique sur étoile, alors ça n'a pas vraiment de sens, hein, mais c'est vraiment pour la démo. Ici, j'ai un bouton qui permet d'évaluer l'application. Donc on va aller afficher cette pop-up. Donc, ajouter au panier, ça peut apparaître comme ça et tu valides. Exactement, ouais, exactement. Donc ici, en fait, c'est géré comme un écran. Et ça fonctionne comme un écran, hein. C'est-à-dire que je peux drag-dropper ce que je veux à l'intérieur, y mettre des boutons, des listes, y met vraiment ce qu'on souhaite, hein. C'est un type d'écran, c'est ça? Ce sera un autre type d'écran. Pour l'instant, ça ne l'est pas, parce que dans ce proto, il n'y a pas. Mais ici, là, on va rajouter pop-up. D'ailleurs, les pop-up ont des règles un peu particulières, parce que les pop-up, il n'y a pas vraiment de sens de mettre, vous voyez, le header ici, la barre de navigation. Il y aura quand même des règles métiers implémentées, parce que les pop-ups sont des écrans quelque part, mais avec des règles particulières. Donc ça, il va falloir le contrôler dans l'outil. C'est pour ça que les pop-up auront leur place ici comme un élément distinct des écrans, même si dans leur utilisation, au final, ça s'y rapprochera, parce qu'on y drag and drop des composants, hein. On peut la redimensionner, et on y drag and drop ce qu'on souhaite. D'ailleurs, ce prototype fonctionne avec des écrans, hein. C'est un écran, en fait, hein, ce proto, hein. C'est pas... La notion de pop-up n'existe pas encore dans l'outil. Et ici, j'ai triché et j'ai utilisé des écrans. Et l'idée ici, aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu le principe, que la direction comprend, et du coup, n'hésitez pas à commenter. Donc, si ici, je clique sur évaluer, j'ai ma pop-up qui apparaît. Alors ici, elle n'est pas apparue comme je le voudrais. Elle est censée s'animer. Voilà, elle est censée arriver par le bas. Chouette. Donc ici, j'interagis. Vous voyez, donc elle adopte le thème, hein, de l'application. Je peux y mettre tous mes écrans. Alors, je n'ai pas mis de container, mais on pourrait y mettre un container, évidemment. Et si je clique sur noter, voilà, ici, j'ai mon bouton noter qui ferme ma pop-up. Donc j'ai une action supplémentaire qui permet de fermer la pop-up en cours. C'est bien, c'est Donc dynamique. ici, j'ai ma pop-up, je peux l'agrandir éventuellement. Voilà, je peux m'en débarrasser. Voilà, je vous montre encore. Ici, en mode tablette. Ah, je fais n'importe quoi. En mode tablette, on clique ici. Donc ici, on a plutôt une boîte de dialogue.
Alors ici, j'ai une hauteur ici qui est minimale, donc on va certainement couper, hein, on va certainement faire en sorte de respecter la hauteur. Et ici, on permettra de cliquer autour. Je sais qu'Éric, tu as fait cette demande, on va le faire. Et ici, on va permettre aussi de mettre un titre. Et l'assombrissement derrière, c'est un truc automatique ou c'est paramétrable? Non, c'est automatique, ça permet de créer un contraste pour mettre en avant. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'assombrissement, on va avoir blanc sur blanc ici. Hein. Oui. Il y en a qui vont vouloir mettre du flou, par exemple. Ou plus d'assombrissement. Ouais, pourquoi pas aussi, oui, c'est une bonne idée. Ouais. Oui, c'est un paramètre qu'on voit souvent, ça, le fait de pouvoir contrôler la transparence en fait de l'écran arrière en fonction de l'écran qui est en premier plan. Pas mal. Ou l'opacité. Parce que c'est un effet d'opacité, c'est un noir transparent ici. Et bien, tu gardes toujours dans l'idée de la pop-up, c'est aussi de pouvoir l'afficher directement qui apparaît d'un côté ou de l'autre. Ça se fait beaucoup maintenant sur les applications d'ordinateur où en fait c'est juste un bandeau, pas un bandeau, mais je sais pas comment on va appeler ça. Ça apparaît vraiment que sur la partie droite de l'écran, tu vois, une sorte d'écran large qui va prendre que un quart de ton écran sur la droite. Ça pourrait, oui, effectivement. C'est pas toujours centré sur ordinateur, quoi. Des fois, c'est vraiment un bandeau assez grand qui prend toute la hauteur et qui permet d'avoir un détail de fiche. Par rapport à ça, je sais que quand on... là, j'ai une autre. Je l'avais évoqué à l'époque, c'est pour ça, quoi. Ouais, quand on a eu le temps. Alors, je vais revenir ici au mode desktop authentification. Ici, Le panneau s'affiche à droite. C'est ça, voilà, merci, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas tranché par rapport à ça. Si on devait rendre paramétrable, pourquoi pas. Hein. Et sinon, sur ta pop-up, tu n'as qu'une seule variable ou tu peux rajouter plusieurs variables? Dans cet écran, dans cette pop-up? Oui. Autant que tu le souhaites. Je vais montrer d'autres exemples. Okay. Et ici, je vais Et quand on est sur un écran un petit peu, enfin plutôt tablette ou PC, est-ce qu'on peut la déplacer? Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas. Parce que tu vois, des fois, on a la pop-up, elle peut masquer des informations qu'on peut, par exemple, la notation, elle peut peut-être masquer un produit à noter ou ça évite de le répéter dans la pop-up. Ok. Si on prend le cas d'un exemple, enfin, si on prend un exemple, par exemple, d'utiliser le pop-up pour dire bravo ou dans le cas d'un quiz, par exemple. L'idée, c'est de ne pas masquer le quiz, mais pour autant d'interagir avec le quiz. Et donc, effectivement, de pouvoir positionner la fenêtre toujours au même endroit par rapport au quiz que l'on suit. Donc, voilà, paramétrage aussi d'une position qui reste toujours la même par rapport à ce qui est derrière, pour pas masquer complètement le contenu. Ok, ouais, bonne idée. Hein. Je n'y avais pas pensé. Effectivement. Tu voulais faire un truc simple. Ouais. On va te le complexifier, ton truc. En fait, la pop-up va devenir un doc bientôt. Ça va être un nouveau composant, ce sera le doc. Mais au moins déplacé, hein, effectivement. Et même le pop-up peut être un peu transparent, du coup. Comment? Même le pop-up peut être un peu transparent, si on veut laisser 10% de transparence pour les afficher ce qu'il y a dessous. Un peu comme les panneaux Zilio, là. C'est un peu transparent. Ouais. Je note. Avec un petit blur à l'arrière. Ok, je prends tout ça, c'est très bien. Merci. Donc on regarde le deuxième use case. Ici, j'ai un catalogue de produits. On a ajouté le composant, le bouton flottant. Je clique. J'adore le bouton flottant. Voilà. Alors, j'ai pas l'animation, alors j'aime pas trop. Voilà, là on a l'animation. Donc ici, on reprend l'image du produit sélectionné, son nom. Et là, on a un composant de saisie cette fois-ci. Mais c'est un écran, hein, je peux en mettre 3-4, il n'y a pas de contrainte. Hein. Et ici, je valide. Donc ici, j'ai un composant de saisie, et ici, j'ai un bouton qui valide. Il va dans un premier temps mettre à jour, donc il y a un update selected row, et puis il va fermer la pop-up. Et je crois afficher une notification. Donc je valide.
Voilà. Ah non, même pas. Oui, il fait tout ce que je viens de dire, mais il va sur une deuxième pop-up. Oui, je ne vous ai pas montré, désolé. Ici, regardez l'enchaînement. Ce bouton affiche une pop-up, cette pop-up affiche une deuxième pop-up. Et ce bouton ferme la pop-up. Donc Didier, si tu veux une pop-up qui te laisse sur l'écran actuel une fois que tu valides, tu vas faire une boucle dans le flow en disant ça t'amène sur la pop-up et ça te ramène sur l'écran initial, si je comprends bien. Parce que des fois, tu vas pas d'un écran A, pop-up, écran B, c'est écran A, pop-up et tu restes quand même sur l'écran initial. Ouais. L'idée d'une pop-up, c'est de rester sur un écran. On ne veut pas changer d'écran. Sauf avec une action. Oui, je suis pas foncièrement d'accord avec ce que tu dis. Ça m'intéresse. Si tu as des cas d'usage, ça m'intéresse. J'imagine Parce que tout à fait ta là, on pop-up part du là. principe que c'est par-dessus un écran. Ça vient compléter en fait l'écran existant. Didier, Vas-y, Denis. j'imagine tout à fait ta pop-up avec un calendrier en fond, la pop-up qui s'ouvre avec la saisie du calendrier, la date, le nom, la date du rendez-vous, ça se referme, ça affiche directement sur le calendrier. Ce serait assez génial, je trouve. Ouais. Et l'autre cas que je vois, moi, pour mon application de pépinière, c'est je choisis d'acheter cet arbre-là, j'entre la quantité que je veux, je valide, et le pop-up suivant me demande si je veux aller au panier ou si je veux rester faire d'autres achats. Et donc, si je valide aller au panier, donc là, j'ai un changement d'écran avec une action go to screen. Ouais, ça permet d'aller sur d'autres écrans parce que c'est un mini-écran, mais ça va être, et tout en gardant l'écran principal derrière, sans quitter vraiment l'écran de l'application. Et que sinon, souvent sur les applications, les gens ils se disent mais je suis où? J'étais là avant, je suis. Là, ça permet juste d'ouvrir, de refermer et de valider ou pas, de mettre une note, de mettre un truc. Et c'est très pratique, je trouve. Ouais, je pense que ça permet pas mal de choses. Une Dialbox, qu'est-ce que vous en pensez? Une Dialbox. Une Dialbox? Ouais, c'est à mi-chemin entre le français et l'anglais. Une Dialbox. C'est une box, un dialogue, un mix entre les deux. C'est un peu old school, ça. On disait ça il y a 50 ans de mémoire. J'ai vu ça, je me suis dit, non, quoi, c'était du VDA ou je sais plus où, mais ça me parle de loin. C'est pas français, Guillaume, box. Non, mais je trouve que ça passe bien. Moi. Si on devait choisir entre overlay et pop-up, qui est un peu bourrin à mon sens, enfin, je sais pas. De toute façon, tout ce qui est français, ça va être trop long. Forcément, ça sera trop long. On aime bien faire les choses longues en français, nous. Alors... Ouais, j'ai galéré avec les traductions. Hein. Les traductions de l'outil en français, c'est tellement verbeux. Ouais, c'est ça. Alors, je vous montre. On aime bien parler. Je vous montre un troisième cas. Alors, on va aller ici. Donc ici, j'ai une grid. Je sélectionne un élément et j'affiche son détail. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Donc ici, on peut afficher vraiment le détail. Voilà, si je prends celui-là, j'allais poser la question, est-ce que les pop-ups sont scrollables? Et pouf, tu scrolles. Donc merci encore de répondre à mes questions. Là, si je clique sur plus, voyez, ça va s'agrandir et on peut scroller. Voilà, c'est super dynamique. Hein. Ouais. Sympa, hein. Le résultat est vraiment sympa. Ouais. C'est très vivant. Tu crois qu'on pourrait personnaliser les animations comme on veut pour l'apparition de la pop-up? C'était ma question. Ouais. Ouais. Bah, en fait, il y a cet onglet transition ici permet de définir les transitions, mais à l'instar de Figma et de Adobe XD, le but c'était de pouvoir aussi définir des effets de transition. Donc ça, j'aimerais bien travailler un jour. Il y a un item dans le backlog. Vous pourriez dire je vais de tel écran à tel écran, mais avec un effet de transition. C'est ça. Un fondu, l'écran vient de la gauche, il vient de la droite, et les pop-ups, ce sera la même chose. Ouais, ça rendrait un peu plus. Je sais que moi, cette fenêtre-là, je m'en sers de moins en moins, la navigation, parce que je préfère mettre des go-to-screen dans mes actions. Et
C'est vrai que si toi, tu permets d'ajouter des options dans cette fenêtre de navigation, donc les transitions, etc., donc ça sera beaucoup plus visuel et utile. Après, pourquoi pas mettre des effets aussi dans GoTo? Oui, après c'est une habitude où chacun travaille un peu comme il veut, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Enfin, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, parce que si tu fais un GoToScreen plus quelque chose qui est relié, ça marche plus. Donc je préfère utiliser, comme je crée des actions avec des filtres et des conditions, je préfère tout faire en action, quoi. Alors moi, ma technique, c'est d'utiliser les transitions quand on avance. Ça représente comment on dit ça, le journey, le consumer journey. Donc ici, on voit ici la fonctionnalité se dérouler écran par écran. En revanche, les retours, je ne les fais jamais avec des transitions. Je les fais toujours avec des actions, GoTo. Sinon, c'est trop chargé. Hein. On a du mal à s'y retrouver quand il y a beaucoup de retours. Et j'aime bien voir le déroulement de la fonctionnalité écran par écran. Les retours sont moins importants, je trouve. Bastien mais une question, je crois. Je veux faire plutôt une remarque. Alors, il y avait l'histoire où il y avait des animations et il y avait aussi l'histoire des navigations qu'on a parlé. Une animation, ça permet à l'utilisateur de se retrouver dans la navigation. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons pour l'authentification, il y a de plus en plus d'applications qui ne vous font pas direct un écran où vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe, mais qui vont plutôt juste vous mettre un bouton, se connecter ou s'inscrire. Vous allez cliquer sur ce bouton et là, vous allez avoir un pop-up qui va venir popper d'en bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle une action bloquante. Donc là, l'utilisateur, quand il arrive, il est obligé de rentrer une info. Ou soit il redescend pour avoir à nouveau le choix. Et après, c'est là où la force des animations, c'est, imaginons, on se connecte, la page l'écran va venir de la droite et ça va permettre d'utilisateur, là, tu es sur un niveau de profondeur. Et après, ainsi de suite, 2 niveaux, 3 niveaux, il peut remonter comme ça la chaîne. Et du coup, on ne perd pas l'utilisateur du coup dans les pages, par exemple, on parlait quand on fait des achats, des choses comme ça. Donc, je pense que les animations, c'est quelque chose qui est plutôt important pour éviter de perdre l'utilisateur dans toute la hiérarchie d'écran qui peut exister pour une application. C'est pertinent. Okay. Donc, l'action de retour, du coup, que tu parlais d'oublier, on ne peut pas trop l'oublier parce qu'elle permet à l'utilisateur de pouvoir facilement remonter dans la hiérarchie. Et après, si on parle au niveau plus de l'interface vidéo, pour retrouver, pour éviter d'alourdir vraiment l'interface, alors là, ça aussi, c'est quelque chose que fait Figma, hein, on passe au hasard, mais on pourrait imaginer, alors si j'ai pas j'aimais bien l'exemple qu'il y avait sur le partage de Zilio, si Didier pouvait la remettre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, là, par exemple, on a, imaginons, on prend donc l'écran connexion, donc on a une transition vers catalogue. Imaginons l'action de retour, on ne crée pas une nouvelle ligne pour dire de catalogue à connexion, même si c'est pas pertinent de faire ça du coup, mais plutôt, donc là, on prend toujours la même ligne, mais on crée une flèche sur le bout de connexion. Donc comme ça, on indique même au niveau du développeur, l'action est dans les deux sens, sans venir alourdir la page transition. Par contre. Tu veux dire ajouter une flèche à la ligne existante? Ouais, si là tu vois ta connexion catalogue, voilà, juste ici, là où il y a la flèche. Ouais. D'accord. Mais ça pourrait être je sais que Figma a eu cette problématique-là aussi avec leur animation, où eux aussi ils étaient là où il fallait créer 40 000 transitions et à la fin on s'y retrouvait plus. C'était l'enfer. Et je sais que eux après sont passés comme ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible comme ça. Alors après, je pourrais même vous faire un screen de comment ça rentre sur Figma à la limite pour avoir une inspiration. Écoute, si tu as le temps, n'hésite pas dans le Slack, si tu peux nous mettre des screenshots, si tu peux nous mettre poster des articles sur ce que tu veux nous dire, sur les bonnes pratiques en animation, les preneurs. Hein. Ok. Je vous retrouve ça et puis je vous le mets. Merci. Ouais.
Très intéressant. Pro Figma à fond, Bastien. Non, je ne suis pas trop. C'est que Figma est très proche du no-code. Ouais. Certes, on dit que c'est un outil de design, mais aujourd'hui, et même Figma joue dessus en disant maintenant, vous pouvez créer des applications même sans trop le vendre comme ça. Mais aujourd'hui, Figma s'oriente beaucoup dessus et du coup, c'est très proche de ce que fait Vidéo à la fin. C'est pour ça qu'on a une problématique chez eux. Ouais, bah, je vais regarder ce que fait Figma en termes d'animation. Mais c'est déjà inspiré de Figma, en fait. Hein. Tu vois, ces petites icônes là, c'est déjà inspiré des transactions. C'était Figma et Adobe XD à l'époque. Bon, Adobe XD est mort. Oui. La navigation client, c'est un gros sujet. Hein. Nous, on comprend ce qu'on conçoit, mais quand le client l'utilise, il s'en fait une toute autre compréhension et il est vite perdu. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Et de le réfléchir et de le bosser, c'est vraiment intéressant. Ok. Bah, écoutez, c'était la démo. Je vois que le temps passe. C'était la démo des pop-up. Salut Eric. Vous êtes positif? Vous adhérez au principe? Totalement. Très bien. Je ne l'ai pas montré, hein, mais voilà, si je reviens ici, là on met tout ce qu'on veut en fait. Hein, ça c'est une pop-up valide. On va encore refaire nos applis là, du coup. Avec d'autres possibilités. Ouais. C'est sympa. Ça agrémente vraiment l'interface utilisateur. OK. Donc les pop-up, c'est une des priorités là, pour les semaines prochaines. Donc ça va être la grande fonctionnalité qui sortira en juillet certainement. Parfait. On aborde le dernier sujet sur la roadmap. On aborde le dernier sujet, sauf s'il y a des petites questions ou quoi que ce soit. Le dernier sujet, c'était la roadmap. Je vais mettre en plein écran. Salut Henri-Emile. Donc voilà, ici, j'ai mis dans la roadmap les grands sujets. Hein. Évidemment, je ne vais pas traquer ici tous les petits sujets. Il y a une centaine d'items dans le backlog. Ils ne proviennent pas tous des utilisateurs. On en crée nous aussi par rapport à ce qu'on souhaite développer. C'est vrai que là, depuis le développement des containers et de la traduction de l'outil, on a accumulé pas mal de demandes. Et c'est vraiment des demandes, hein, parce que tout ce qui est bug, on corrige immédiatement. On ne gère pas de backlog de bugs. Hein. Les bugs ont priorité par rapport à tout le reste. Et c'est plutôt bien parce qu'on n'est pas stressé, on n'a pas 15 bugs en attente ou quoi que ce soit, mais on les traite vraiment en haute priorité. Donc ici, on a des grands sujets. Donc on vient de parler des pop-up. Donc ça va être le dernier sujet ici pour clôturer ici la première moitié de 2025. Ça va dépasser un peu, hein, comme je vous ai dit, ça arrivera courant juillet. Ensuite, on a d'autres sujets comme l'authentification auprès du studio. On a retiré Facebook il y a 2 ans, on a retiré Twitter, je ne sais plus quand, il y a peut-être 9 mois, quelque chose comme ça. Et on a pas mal de remarques sur ce qui se passe aux États-Unis, sur pourquoi conserver une authentification Google. Donc, on va introduire une authentification via login mot de passe traditionnel. Donc ça arrivera courant l'été. On a aussi des demandes sur la protection des mots de passe dans les tables Zilio. Donc, on va hasher, donc c'est le terme technique, hein, c'est pas crypté ou chiffré. On va hasher les mots de passe. Donc, le hashing, c'est un algorithme de sécurité qui permet de transformer n'importe quoi en quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique n'est pas réversible. Donc, à aucun moment, on pourra revenir sur le mot de passe. Donc, même si vous affichez le mot de passe par erreur, même s'il est transmis ou quoi que ce soit, on ne peut pas revenir au mot de passe initial. C'est vraiment utilisé par toute l'industrie du logiciel pour protéger les mots de passe. Je peux glisser une petite question? Oui. Trop chouette le password hashing. Vraiment, c'est pareil, c'est un truc que je voulais aborder un de ces jours et super, c'est fait. La question c'est, est-ce qu'il serait possible à la demande de faire du hashing sur d'autres tables ou d'autres colonnes si besoin? Pour encrypter les données? Ouais. Je pense par exemple aux applications de suivi de règles de cycle menstruel
où c'est super important, encore une fois, pour les mêmes raisons, l'espionnage par les gouvernements un peu trop curieux qui vont regarder si tu as potentiellement avorté à un moment donné. Donc, il y a plein de personnes qui arrêtent leur suivi parce que les apps font ça et se retrouvent sans app. Voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres de données qui pourraient bénéficier d'être traitées de façon très, très, très sécurisée. Ok, donc ça, c'est un autre sujet, hein, parce que le hashing, en fait, tu as une perte d'informations parce que tu ne peux plus revenir en arrière. Et Ouais, là, mais... Ah oui, d'accord, oui, ok, pardon. Oui, donc là, c'est plutôt du chiffrement, alors, autant pour moi. Ce dont on parle, c'est chiffrer. Tu disais encryptage tout à l'heure. Ouais, c'est aussi le terme, ouais. Oui, d'accord, parce que là, en effet, la personne ne pourrait pas récupérer ses données, donc c'est pas ça. Ouais, ok, mais bon, voilà, je fais un peu la même chose, donc je lance le sujet, et puis voilà. Ah, ok, je note. C'est une bonne idée. Ok, ensuite, le prochain sujet, alors je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est, vu que maintenant, dans l'éditeur, on peut ici visualiser directement dans différents modes, on pourrait, alors je vais prendre un écran un peu plus sophistiqué, celui-ci. Voilà, l'idée, ce serait de dire, finalement, en mode desktop, voilà, ça n'a pas trop de sens, mais en mode desktop, celui-ci, je ne l'affiche pas. Celui-ci, je ne l'affiche pas en mode tablette et celui-ci, je ne l'affiche pas en mode mobile. Voilà, on pourrait ici combiner, ici, dans le même écran, on pourrait combiner à la fois des besoins mobiles, desktop et tablette, en définissant ici des règles. C'est présent, hein, dans le responsive design, hein, quand un développeur implémente, Bastien connaît ça, quand on implémente du responsive design en développeur, la meilleure technique avec le responsive design, c'est tout ce qui est largeur, adaptation des largeurs, mais c'est aussi qu'est-ce que je veux afficher en mode desktop et tablette par rapport au mobile. Donc ça, ce sera directement accessible ici. Et si je me mets en mode mobile, par exemple, je ne verrai plus le composant que j'ai exclu en mode mobile. En revanche, si je viens en tablette, il apparaîtra. Donc c'est aussi l'intérêt de ce mode-là, parce que pour l'instant, il est un peu limité à juste prévisualiser ce que ça donnerait. Mais il prendra tout son sens. Et est-ce que ça concerne aussi les conteneurs? Savoir s'il y a 3 colonnes sur desktop, mais que 2 ou une sur mobile? Est-ce que c'est ce sujet-là? Ouais, alors, on aura un mode un peu plus avancé où à définir le périmètre, mais effectivement pour les conteneurs, ça a tout son sens. Mais par exemple, pour d'autres éléments comme la liste, on a le composant image aussi qui nécessite des adaptations, où on pourrait dire, là sur desktop, je sélectionne ce composant et finalement sur desktop, je vais l'afficher d'une manière différente. Donc, je vais pouvoir aller jouer sur les propriétés ici du composant. Alors, ça ne marche pas très bien avec celui-ci, puisque celui-ci, il s'adapte déjà. Et si on prend un composant image, voilà, par exemple celui-ci, voilà, donc celui-ci, je pourrais changer ses propriétés et l'afficher d'une manière différente sur tablette ou sur desktop. Voilà, je n'ai pas forcément pris le meilleur exemple. Ça peut être aussi celui-ci. Voilà, sur mobile, imaginons que le libellé soit bien plus long, ou par exemple celui-ci, description. Sur mobile, je suis forcé de l'afficher en colonne, mais sur desktop, je pourrais l'afficher voilà, en orientation horizontale. Voilà, ça ne marche pas très bien ici. Vous voyez le principe, l'idée, c'est de pouvoir customiser chacun des composants dans les différents modes. Donc l'idée, c'est que ce soit accessible depuis la fenêtre de propriété et pas comme on pourrait le faire aujourd'hui via des conditions de display en fonction du type de device. Oui, pour la première fonctionnalité dont on a parlé, effectivement, ici, tu pourras indiquer ce composant, je ne veux pas le voir en mode mobile puisque je n'ai pas la place. En revanche, en desktop, je veux le voir. Donc là, tu auras directement un accès. Ouais, donc ce sera beaucoup plus lisible pour le maker de cette manière. Ce sera immédiat, pas besoin de tricher avec la condition, y mettre une formule, etc. Et en plus, tu le verras directement ici.
Mais il y a aussi un mode plus avancé où tu pourras dire non seulement je peux afficher masqué, mais aussi je peux changer les propriétés des composants. Par exemple, ici, l'orientation en mode tablette à l'horizontale, je vais pouvoir Ouais. l'afficher en mode vertical sur mobile. Oui, d'accord, ok, directement. Ouais, donc c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si on veut le faire, il faut dupliquer les composants et puis mettre les conditions de display, etc. Ce qui est plutôt bon. Petite remarque. Donc là, tu changes de ta fenêtre de mode et tu fais ta modification, ça le prend en compte, c'est ça? Ouais. À chaque fois. Ouais. Nous, on a dans nos logiciels de 3D pour faire du dessin animé, on appelle ça des overrides. C'est-à-dire qu'on a une condition supplémentaire par-dessus. Et à chaque fois, notre override, il est mis en couleur pour nous indiquer, ah, ça, ce paramètre-là, il a été modifié pour cette condition-là. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait penser? Je veux dire, c'est tiens, l'idée, hein. C'est un override, ça veut dire surcharger. Ouais. Et ouais, l'idée, c'est de dire, voilà, ouais, effectivement, hein, c'est exactement le même principe. Hein. Ce composant va se comporter de manière différente dans tel mode. Ouais. Non, mais l'indiquer, tu vois, de mettre un indicateur de couleur. Ok. Ouais, ouais. Pardon, Denis, je t'ai coupé. Oui, non, pas de souci. Je voulais savoir justement sur la fonction que tu montres là, est-ce qu'on peut utiliser les fonctions conteneurs, par exemple, sur téléphone, tu es un conteneur avec 2 colonnes, et quand tu passes sur tablette, tu passes 3 ou 4 colonnes. Ouais, c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée aussi. Ok. Ok, donc tu peux changer aussi par rapport au conteneur, par rapport au système comme ça. Ok. Ouais. Alors après, c'est pas évident. Il y a certaines réflexions à mener sur les conteneurs, parce que si tu as, imaginons que tu prévois 3 colonnes au pire sur desktop, tu vas mettre du contenu dans ces 3 colonnes. Ouais. Et donc, si tu dis, bah, moi sur mobile, je vais en afficher que 2 ou qu'une seule, quelle règle applique-t-on? Est-ce qu'on sélectionne la première colonne? On dit, bah, sur mobile, je vais afficher uniquement ce que je vois dans la première colonne. Ou est-ce qu'on va dire, non, on affiche l'ensemble de toutes les données, mais cette fois en mode vertical. C'est-à-dire que voilà, ouais. pièce ira en dessous de description, et performance énergétique irait en dessous de... Voilà. Effectivement, s'il y a trop de données, là, pour le coup, il faut jouer sur la règle d'affichage. Dire sur mobile, maintenant, sur mobile, finalement, tout ce qui est performance énergétique et tous les indicateurs sur la dernière colonne, peut-être que je ne vais pas les afficher parce que ça risque de faire. Ça serait possible pour le coup. Il faudrait combiner les deux. Plutôt que d'avoir les colonnes côte à côte, ça pourrait passer de haut en bas. En vertical, oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est cool. Et là, je pense qu'on sera bien plus dynamique, bien plus riche que la concurrence, là, pour le coup. Avec les containers dans des containers et les règles d'affichage selon les types, là, je pense qu'on est vraiment hyper complet. Bastien a une question. Oui. Ouais. Je sais aussi qu'on peut faire ce que nous on appelle le wrap. Alors, je crois pas qu'on peut le faire sur Zilio, le wrap. C'est-à-dire, en fait, imaginons la fréquence réduite, hop, le bloc, hop, en dessous. Ça, je sais. Alors, ça, c'est un truc de Flexbox que je peux faire entre autres en CSS. Et je sais que la plupart des Tinecode le font maintenant. Ça, c'est assez bien intégré. Et je pense que même pour un point de vue design, ça pourrait être même encore plus simple, du coup. Parce que c'est lui qui gérait lui-même la grille. On n'aurait même plus besoin d'une intervention de nous-mêmes. Ouais. Bah, dans Zilio, c'est une grid, hein, CSS. Les conteneurs sont des grids. Je voulais le faire avec des Flexbox au début, mais c'est pas suffisant parce que, tu vois, ici, on a des conteneurs de largeur différentes avec des colonnes, par exemple celui-ci. Et donc là, on bénéficie du responsive CSS sur les grids. On peut évidemment adresser ça. OK. Alors, on avance. Ensuite, on aura le composant Table Editor, si je devrais le dire en français. Alors, je ne sais pas comment on l'appellera en français, mais l'idée, c'est d'avoir un composant qui permette d'éditer les cellules de la table.
en fonction de son type. Hein, si c'est booléen, bah, ce sera une case à cocher. Si c'est une option, bah, il y aura une drop-down qui s'affiche, etc. Ensuite, on aura le composant qui a été demandé. Notification, je ne sais pas si quelqu'un a levé la main. Ludovic. Ah. Ouais, c'est moi, ça m'intéresse pour un cas potentiellement loin dans le futur, mais voilà. Dans le tab editor, est-ce qu'il serait envisageable, ou est-ce qu'il est envisagé déjà, de pouvoir copier-coller des cellules qu'on a chopées, par exemple, dans un tableur Excel ou autre? Non, on n'a pas réfléchi à ça. Alors, professionnellement, dans mon emploi salarié, c'est un truc que je fais 20 fois par jour. Et j'aimerais bien proposer à mon employeur de remplacer en gros nos trucs, les outils qu'on utilise par Zilio dans quelques évolutions, on va dire. Et ça serait chouette si ça pouvait exister. Ok, copier-coller depuis Excel. Ouais. Et il faut que ça marche par Safari. Hein. Voilà, je ne peux pas tout faire, je ne suis pas magicien. Hein. Bon, pour le moment, tu arrives à tout faire. Hein, donc, Ah, mais quand c'est Safari. Et dans la table éditeur, est-ce qu'il serait possible de permettre à l'utilisateur de régler la largeur des colonnes aussi? Ouais, bonne question. Ceci dit, c'est vrai aussi pour la table. Hein. Enfin, je pensais à la table, en fait. Les deux, je vais noter pour les deux. Ajuster, largeur. J'ose pas imaginer ton backlog, Didier. Ouais. Mais on s'en sort. Hein. On s'en sort. Prochain Atelier en 2032. Voilà, depuis ça, on aura fait un TikTok sur Zilio. Hein. Okay. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, là, vous me parlez de sujet, je n'avais pas du tout pensé, on n'a pas du tout discuté de ça, donc c'est très très bien. Je préfère que vous me le disiez en avance, plutôt qu'une fois qu'il est sorti, Didier, on peut pas définir la largeur. C'est l'intérêt de la communauté, en fait. C'est qu'on puisse te faire des retours et qu'on puisse avancer ensemble. Ouais, c'est excellent. C'est chouette. Au début, les ateliers, je les imaginais pour régler nos problèmes personnels à nous sur nos applications. Parce que c'est ce que je faisais pour la formation Make que j'ai fait avec Shubham Sharma. Mais en fait, là, ça prend une toute autre tournure qui est l'aide à l'amélioration de l'outil. Et c'est tout aussi utile, ça marche très bien. C'est la lettre au Père Noël, en fait. Ouais. On voit que le format d'1 heure n'est pas suffisant. Ouais, on va devoir envisager de faire des keynotes. Hein. Donc, avec une grande salle, d'un écran géant, et puis... Il n'y a pas de raison. Hein. On a de l'ambition. Hein. Bah attends. Et puis, voilà, pour compléter cette roadmap 2026, on aura un travail sur la base de données pour supporter 10 millions de lignes de données, c'est l'objectif. L'étude technique s'est bien déroulée, donc on sait dans quelle direction on doit prendre. On sait qu'on doit migrer la base de données. On sait qu'on doit changer de structure interne dans la base de données, donc il y aura une migration à prévoir à un moment donné. En tout cas, la première étape, elle va consister à modifier à la fois le serveur et les composants listes pour gérer de la pagination. Pour aller chercher les données vraiment bloc par bloc. C'est primordial, on ne va pas télécharger 10 millions de lignes sur un téléphone. Donc là, on devrait être capable, donc ça va être une sacrée optimisation pour vos apps. Zilio est déjà performant, il va l'être encore plus, notamment si vous avez des tables avec 20 000 lignes. Donc là, on va avoir des tables qui vont vraiment aller chercher uniquement ce dont elles ont besoin. Vous imaginez, c'est pas simple parce qu'il va falloir traiter des sujets comme ordonner les données côté serveur plutôt que côté client, faire les filtres aussi côté serveur plutôt que côté client. Mais ça va être le premier sujet qui ne nécessite pas d'aller jusqu'à 10 millions de lignes. C'est un premier sujet qu'on va adresser avant. Donc on aura la pagination. Pour vous, ce sera transparent, mais en termes de performance, ça va immédiatement se voir. Notamment quand vous ouvrez l'outil, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on ouvre l'outil, on a un chargement des tables. Et c'est ce qui permet d'avoir un outil qui est fluide par la suite. Donc l'ouverture des applications seront beaucoup plus rapides et aussi sur mobile.
même avant d'adresser le support des 10 millions de lignes. Donc ça, c'est une grande avancée, c'est vraiment demandé par les grands comptes, les grandes organisations qu'on commence à rencontrer. Je ne peux pas trop vous en dire, mais pas trop en parler. Et en tout cas, voilà, on a maintenant des prospects qui s'intéressent à Zilio pour des projets de grandes envergures, des grands comptes, des sociétés que vous connaissez, très, très, très grand public, qui s'intéressent vraiment à Zilio. Et un des prérequis, c'est de supporter les 10 millions de lignes. On aura d'autres sujets justement pour adresser les grandes organisations, les grandes entreprises, avec la notion d'équipe, équipe de makers. Aujourd'hui, on a la possibilité de partager des applications, mais là, l'idée, c'est de permettre un plan que les grandes entreprises pourraient prendre avec des forfaits de 5, 10, 15 makers qui pourraient utiliser l'outil, qui feraient partie d'une équipe de cette entreprise. Et du coup, l'équipe verrait l'ensemble des applications créées par les makers. On pourrait imaginer aussi des applications qui partagent des données d'autres applications de la même équipe. Des choses comme ça qui permettraient de vraiment de créer un écosystème dans un client, dans une organisation d'un client, à travers plusieurs applications. Alors, tout n'est pas défini dans les détails, mais ce sera autant le desktop était la priorité de 2025, et 2026, on aura une priorité à travers ces fonctionnalités de maker et de l'automatisation qui arrivera aussi courant 2026. Difficile de dire quand, et vous le savez que ça arrivera petit à petit. Vous l'avez vu à travers le desktop. Le desktop, vous avez déjà eu des fonctionnalités en février. Vous les avez eu en février, vous avez eu en mars, avril, etc. Donc, il est fort probable que l'automatisation aillera dès le début d'année avec un sous-périmètre et sera étendue à travers l'année. On n'est pas du genre à développer pendant 6 mois, 9 mois, et puis l'automatisation arrive au bout de 9 mois. On aura déjà des débuts, des bouts d'automatisation dès le début d'année. Et on focalisera sur les demandes les plus demandées. Par exemple, l'envoi d'emails à fréquence régulière, c'est quelque chose qu'on nous demande tout le temps. Aller checker une donnée, aller filtrer des données dans une table et envoyer des emails, ça c'est le premier sujet qui vient avec l'automatisation, donc il est fort probable que ce soit adressé en priorité. Voilà pour la roadmap. Est-ce que vous pensez que j'ai raté un grand sujet que vous aviez en tête, ou que j'avais promis, ou que vous avez entendu parler? On est déçu que ça ne sorte pas dès demain. C'est toujours possible. Non, après, effectivement, ça peut changer avec les engagements clients. On n'est pas à l'abri d'un client qui débarque demain, qui est très très pressé, qui s'engage très rapidement et avec lequel on va booster telle ou telle fonctionnalité. C'est une très belle roadmap, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je trouve que c'est très bien. Qu'il y a de l'ambition et c'est vraiment ce qui manque à Zilio. Déjà, c'est les nombres de lignes en question. Ça va tout changer. Donc surtout sur le traitement de la grosse donnée, quoi, quand il va y avoir de la donnée à gogo, ça va tout changer. Et la partie automation, effectivement, et même la partie modification de table en direct que tu as présenté, ça me paraît d'être de très bonnes évolutions. En vrai, là, on part sur. Là, ça va être du lourd. Là. Si tu nous sors ça dans l'année, ça va être du lourd. Il ne faudrait pas non plus négliger la partie graphique aussi et customisation de couleurs, comme je te des fois réclamé dans les posts, tout ça, parce que vraiment, c'est la partie qu'on voit à chaque fois, même si derrière, c'est hyper puissant. Si c'est moche, la personne, elle s'en va. Donc, rien que des petites fonctionnalités de customisation de couleurs, ça aide beaucoup nous à garder le client. Au sujet de la customisation de couleurs, en fait, la partie couleur, tout dépend aussi de qui tu cherches à adresser au travers de ton app. Si c'est une app qui est un peu plus ouverte au public, effectivement, c'est hyper important. Si c'est de l'app interne, bon, c'est presque accessoire. On pourrait avoir une notion de gabarit.
c'est une idée comme une autre, c'est-à-dire que le maker pourrait concevoir un gabarit qu'il utiliserait pour son application. Alors après, comment il conçoit le gabarit, c'est une autre question, mais ça pourrait être une idée de customisation d'app. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des thèmes, alors j'ai pas dit qu'il fallait enlever les thèmes, attention, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, on pourrait imaginer, pour des utilisateurs un peu avancés, qu'ils créent leur gabarit d'une certaine manière. Ça peut être, alors, bon, tout à l'heure, Bastien parlait du CSS. Alors après, c'est vrai qu'on rentre plus dans la technique, après on est moins dans le no-code, mais ça pourrait être quelque chose de graphique qui permettent de customiser, d'avoir une charte graphique un peu personnalisée et de pouvoir la répéter dans toute l'application. On appellerait ça un gabarit, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une sorte pas de template, mais presque, j'ai envie de dire, graphique, cette Un fois, design et pas system. fonctionnel. Comment? Un design system, tu parles en fait. J'ai pas compris. Un design system, en fait, tu parles. Oui, voilà, c'est ça. Une charte graphique. Oui, Ouais. c'est une sorte de gabarit après, on pourrait imaginer pouvoir les enregistrer, ces gabarits-là, et puis les appliquer sur les applications un peu à la demande. Mm. Tu vois? Je vais peut-être un peu loin, mais c'est une idée. Comme ça, chacun pourrait faire le design qu'il veut, en fait, suivant des règles de design qu'il aurait définies lui-même. En termes de design et de lisibilité, il y a un tout petit sujet que je voulais apporter. Les notifications, mais dans l'app, je ne parle pas des notifications push. On ne peut pas les personnaliser graphiquement. On ne peut pas choisir la couleur, la bordure, tout ça. Et souvent, la couleur, elle est prédéfinie sur une couleur qui est déjà dans le thème. Et donc, on a un truc qui va se superposer entre une couleur et c'est pas très distinct. Donc, voilà, J'ai noté ça, effectivement. Moi aussi, j'ai eu le souci. ça marche. Ouais, notification. Je me demande si on ne va pas rajouter des couleurs dans le thème, juste pour les notifications. C'est vrai que c'est un sujet, le design. Hein. En vrai, c'est tout un sujet. Oui. Après, Emmanuel n'a pas tort hein, quand il dit que il a pas tort quand il dit que finalement le client. Alors, je parle pas du client Zio, mais je parle du client pour qui on fait l'appli. Au final, ce qu'il voit, c'est l'appli. C'est pas ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que si généralement il cherche quelque chose de. Là, je reviens un peu à ce que disait Bastien, quelque chose de propre, quelque chose d'un peu de customisé. Voilà. C'est vrai que c'est Alors, c'est tout un sujet. Hein. C'est pas simple à développer, mais ça pourrait être un vrai plus, je pense, à l'outil d'avoir plus de customisation là-dessus. C'est vrai. Au-delà des thèmes. En fait, l'année dernière, j'ai fait appel à un graphiste et on a pas mal amélioré les composants, on a amélioré l'outil également. Et effectivement, quand on regarde cette application, bon, c'est quand même pas mal. Le rendu est quand même pas mal avec une richesse de composants. Assez propre. Hein. Ça, c'est très propre. Hein. Et, la police de caractère, elle est vraiment top. Là. Je vous recommande vraiment là, Oswald. Ça fonctionne très très bien. Non, mais même là, tu vois, quand je te disais qu'en titre, sous-titre et texte, des fois on met des typos différentes. Quand tu fais un site internet, tu as H1, H2, H3 à régler et ton texte. Et ça ramènera aussi un peu de richesse dans ces petites polices. Ouais, clairement. De couleurs. Bah, autant c'était pas très nécessaire dans le mode mobile, puisque le mobile, on s'en sort toujours avec une seule police. Ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'en mode desktop, on se retrouve un peu plus limité. Même le niveau de gras. Alors, j'ai vu qu'il y a une question d'Eric à propos de l'IA. Ouais. Nous, on a très peu de demandes sur l'IA. Donc, on a eu des demandes sur comment intégrer OpenAI. Donc, on a l'intégration OpenAI dans Zilio. Ça fonctionne très bien, elle est utilisée. Hein. On a, je ne sais pas si vous voyez de temps en temps, il y a Ahmed qui est en Arabie Saoudite. Lui, il a créé 3-4 applications qui génèrent des contenus en IA. Il fait un usage très poussé hein, de l'intégration OpenAI. Il utilise tout ce qui est possible et il fait l'intégration REST aussi en plus. Mais en tout cas, on n'a pas plus de demandes que ça en tant qu'IA. On n'a pas de demande de est-ce que je peux taper un prompt et ça me génère 3-4 écrans. On n'a vraiment pas de demande autour de l'IA. Nous, ce qu'on nous dit surtout, c'est moi, je veux avoir la main. Je pense qu'on a eu une discussion avec Henri Émile, je ne sais pas s'il est toujours là. Non, il m'a dit qu'il avait une contrainte perso. Mais...
Ouais. Et lui, il m'avait dit non, mais non, on veut le contrôle. Je veux pouvoir dire ce texte-là, il a telle couleur, à tel endroit dans mon écran, et je veux pouvoir y ordonnancer comme je veux. Je veux un contrôle absolu sur. Je veux bien utiliser l'IA pour m'aider, mais moi, je veux avoir un contrôle total. Je veux un contrôle total sur mes applications, l'expérience que je veux fournir. Et nous, on a surtout des demandes de ce côté-là. Permettez-nous de faire des écrans les plus riches possibles, où on a vraiment le contrôle sur l'entête, la navigation, tous les éléments de l'écran. C'est vraiment ce qu'on recherche en premier, c'est le sur-mesure. Complètement. Alors, je ne sais pas si Eric, toi, tu as Oui, j'ai quelques idées en des tête. demandes. On a quelques idées en tête et des choses qu'on va peut-être pousser, mais autour de l'IA quelque part souveraine et la possibilité de stocker derrière en base de données ce qu'on va capter. Bon, c'est un sujet que je reviendrai peut-être vers toi. C'est des choses qu'on va commencer à tester. Mais oui, le fond, ça reste de toute façon une IA souveraine avec une base de données qu'on maîtriserait. Bon, problème du cloud dans le souverain, mais il y a des choses qui émergent. C'est de pouvoir aussi potentiellement s'appuyer sur un serveur interne pour essayer d'être encore un peu plus souverain. Et d'utiliser une application mobile parce que c'est vrai que c'est un vecteur intéressant, enfin c'est un support intéressant quel que soit l'endroit, l'environnement. C'est le côté pratique et il y a des sujets IA qui s'y prêtent bien. Mais on en reparlera. Ouais, aujourd'hui, tu peux déjà intégrer l'IA dans Zilio. Tu peux déjà Oui, mais commencer. c'est pas assez souverain. Ouais. Ah oui. Ouais. Là, pour les sujets qu'on cherche à faire, c'est le point d'orgue. C'est ce qui doit orienter le sujet en permanence, quoi. D'accord. Tu parles d'IA fait maison ou tu parles de Mistral, par exemple? Potentiellement maison. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Il va être 23 heures. Ouais, effectivement, c'est l'heure. Je vais devoir vous laisser, moi, en tout cas. Ouais, je pense qu'on va y aller. En tout cas, merci à tous. C'était encore un épisode très enrichissant. Ouais, très Je bien. ne remercierai jamais assez Emmanuel d'avoir instillé le concept. J'étais un peu feignant, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, d'animer, etc. Parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire. Et effectivement, c'est bien plus enrichissant que ce que je pensais. Je suis hyper motivé de venir. En plus, j'ai pas besoin vraiment de préparer. Hein. C'est un sujet que je connais assez bien. Mais en tout cas, je suis assez content de voir des nouvelles têtes. Là, je crois qu'on est encore plus nombreux que la dernière fois. Et j'ai noté vraiment des super bonnes remarques là, qui vont venir enrichir le produit. Donc, merci encore pour tout ça. N'hésitez pas à commenter au quotidien sur le Slack. Juste un like, hein, ça fait plaisir. Hein, si vous voyez quelque chose qui passe, qui est super sympa, n'hésitez pas à liker. Moi, ça me permet de voir si ça plaît beaucoup. Par exemple, les containers, je crois qu'on a explosé le nombre de likes et de retours. Donc là, on voit que ça plaît. Mais n'hésitez pas au quotidien, hein, ça nous permet de voir, de mesurer l'intérêt que vous portez sur les fonctionnalités. Donc, on continue dans ce sens. Merci Didier. Super, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon été. Plus que les deux litres sera. Ouais. Tiens, encore Martial, je crois. Non, il n'y a pas Martial. Je sais pas, je vois quelqu'un. Firefly IA. Ouais, c'est une IA. Bah. Ça Non, doit être, c'était vachement bien. c'est pour enregistrer le live, je crois. Ah, Bon, on se retrouve sur Discord. ouais. Ouais, on enregistre notre conversation, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure. À toutes.